Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Internet. Une semaine chargée, mais comme souvent, à chaque fois, j'ai envie de me dire ah, programme chargé cette semaine. Ah, c'est un peu le cas à chaque fois, donc je vais essayer de faire au mieux. C'est difficile des fois de choisir les sujets que je garde ou pas, surtout quand il y a des semaines aussi chargées que celle-là. Mais voilà, il y a encore pas mal de choses à évoquer. C'est l'avant-dernier live avant que je parte et que je fasse un peu une pause un peu longue malheureusement parce que je serai tout simplement pas chez moi pour pouvoir streamer. Mais voilà, je suis très content de pouvoir faire ce live ce soir, contrairement à la semaine dernière. Et donc, au programme cette semaine, je vous l'avais partagé sur les réseaux où vous devriez me suivre si vous y pensez. Ah, je suis nul pour faire ma promo. J'ai essayé, là, dans ma tête, à l'instant, je me suis dit, ah, mais dis que t'as des réseaux et tout. Ouais, allez. Bref. Le programme, donc voilà, petit récap, sponsor. On va revenir sur le départ de Fanny de l'entreprise Ici Japon. Alors, j'en ai jamais parlé d'ici Japon encore, et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de représenter un peu ce que c'était ici Japon parce que c'est tentaculaire littéralement, hein, voilà. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur ici Japon en lui-même, mais aussi un petit peu de manière générale, je trouve, sur la présence des influenceurs français au Japon et toute toute la romantisation qu'il y a derrière de ce pays. On va parler de Poupette Kenza parce qu'il y a du nouveau. Et on va revenir sur un sujet qui m'est cher, l'alcool et les influenceurs. Pas l'alcool, hein. L'alcool et les influenceurs sur la promotion directe ou indirecte de l'alcool via les influenceurs sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un nouveau rapport qui est sorti, une étude faite par une association qui s'appelle Addiction France en collaboration avec Avenir Santé. Et je les connais bien maintenant parce que je les ai interviewés à plusieurs reprises pour des papiers. Et il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus. Voilà, et puis des petites recommandations de fin. Pour moi, c'est un programme qui roule. Un programme qui roule. On va commencer, comme d'habitude, par un petit moment d'auto-promo. Voilà, parce que, mine de rien, vous le savez maintenant, ce qui me permet de vivre en grande partie, c'est le Patreon. Donc cette plateforme où vous pouvez me soutenir financièrement d'une manière plus intéressante, pertinente et à mon sens éthique que via des abonnements sur Twitch. Je publie donc les replays des lives en avant-première, de la veille, des articles, des fois des petites choses annexes de projets parallèles. Il y a pas mal de choses. Et cette semaine, donc évidemment la veille, c'était la 50e, ça fait déjà 50 veilles que j'ai publiées depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc ça fait quand même pas mal d'articles, de choses à voir, à lire. Et j'ai décidé de publier le replay du live que j'ai fait mercredi dernier, où en gros je testais en live un format de travail journalistique en direct, on va dire, si je le résume comme ça, où le but c'est de prendre un sujet qui m'a interpellé et d'essayer de le creuser avec les personnes du chat en direct. Donc en allant chercher des sources, en se renseignant sur, je sais pas, soit des entreprises, soit des personnalités, soit des concepts des fois que je connais pas encore forcément. Et en gros, de donner un aperçu de ce que peut être le travail journalistique que je fais au quotidien. La semaine dernière, on s'était intéressé pour ce pilote un petit peu test à Jamie Gourmaud et une sponsor un peu étrange qu'il avait faite au sein d'une capsule vidéo projetée pendant l'émission Popcorn de Domingo la semaine dernière. Et donc à partir de là, on a tiré un peu pas mal de ramifications et ça coïncidait bien parce que Jamie Gourmaud et les partenariats qu'il fait, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser depuis pas mal de temps et pour lequel j'ai déjà commencé à rassembler des éléments. Donc je suis très content d'avoir pu tester ça. J'ai le sentiment, je sais pas, il y a peut-être des personnes dans le chat qui étaient là mercredi soir, que ça fonctionne plutôt bien, qu'il y a un bon échange qui se met en place, etc. Sans non plus transformer ça en enquête collaborative dans le sens où le but c'est pas de faire travailler les personnes du chat pour moi, pas du tout, parce que ça serait dégueulasse. Mais d'essayer un petit peu, voilà, d'avoir un échange, de mélanger des réflexions, etc. Et voilà, donc je continue un peu à peaufiner le format
Il y a des petits éléments que je peux peut-être rajouter pour que les personnes qui arrivent en cours de live soient assez vite au fait des sujets qu'on explore. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et puis moi-même, ça m'a permis, notamment sur un sujet, par exemple, ce sujet-là, de voir les questions que vous pouviez avoir derrière. Alors, des questions qui pouvaient me paraître évidentes, moi, parce que comme je travaille sur ce sujet-là depuis longtemps, les influenceurs et tout, je me dis, et alors que vous, des fois, vous soulevez des questions auxquelles j'aurais pas forcément pensé, je me dis, ah, c'est important de l'inclure dans l'article. Et franchement, donc, je suis très content de ça et j'ai hâte d'en refaire d'autres, avec évidemment l'objectif de pouvoir sortir les papiers sur lesquels je commence à travailler en direct, quoi. Voilà. Ah non, c'est pas Jamy Gourmand. Après, peut-être que Jamy, il est gourmand, mais c'est Jamy Gourmaud. Mais il est peut-être gourmand, hein, et c'est pas grave d'être gourmand. Non, mais franchement, j'ai eu des bons retours là-dessus. Et je me dis que je vais essayer de continuer. Parce qu'en plus, ça peut me faire un autre format sympa. Ça peut faire un autre format sympa qui change un petit peu des lives habituels. Parce que je cherchais un petit peu comment proposer autre chose de temps en temps pour renforcer un peu ça. Ça reviendra pas avant janvier, je pense, ou courant décembre. Parce que j'ai le bouquin à faire. Mais à partir de, on va dire, mi-décembre, début janvier, je vais pouvoir avoir cette nouvelle dynamique-là, surtout qu'en parallèle, je vais commencer à faire les contenus AFK, comme on dit, comme je dis, parce que je vais essayer de développer des contenus en parallèle de ce que je fais sur les créateurs de contenu, où j'aimerais bien faire des contenus plus liés à l'outdoor, comme on dit en anglais, liés aux grands espaces, quoi. La nature, la faune, ce genre de choses. Et donc, je pense que je vais développer à côté. Développer, c'est un grand mot, hein, mais je vais mettre en place à côté une autre manière de suivre ça. Sous l'étiquette un peu Vincent AFK, je pense, un truc comme ça. J'ai pas trouvé de meilleure appellation et en vrai, ça correspond plutôt pas mal. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et notamment des contenus que je vais faire en parallèle du livre qui vont pouvoir nourrir ça. J'essaye de voir ce que je peux faire aux US en lien avec ça. Et voilà, mais c'est des sujets vers lesquels j'ai envie d'aller de plus en plus parce que ça a du sens pour moi et ça correspond à l'orientation que je veux avoir. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est Inox, bien sûr, c'est Inox. Il m'a dit faut que je lâche les écrans. Et je trouvais ça important d'allumer mon écran et mon live pour vous le dire. Non, je ferai pas de live aux US parce que j'aurais pas forcément le matos. J'aurais beaucoup de taf et de choses à gérer et de la route à faire et des gens à voir. Déjà que j'essaie de réfléchir à comment intervenir dans Backseat. Si je me rajoute ça en plus, ça sera un peu compliqué pour moi. Surtout qu'en fait, je suis pas certain d'avoir assez de réseau, quoi. Non, j'en ai pas parlé plus. J'ai juste dit que j'allais faire un bouquin et que pour faire ce bouquin, je partais aux États-Unis un peu moins d'un mois, là, dans 2 semaines. Enfin, un récit journalistique, on va dire. C'est pas de la fiction. Et voilà, et pour l'instant, je préfère pas en dire plus. Mais ça a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Sachez également donc que cette semaine reprend Backseat en studio. Et donc j'y serai, donc je vais pouvoir faire 2 émissions. Donc voilà, j'ai toujours pas le sujet de la chronique cette semaine, ça va être, c'est un peu angoissant. Et donc bah, je suis très content de reprendre, quoi, tout simplement. Surtout qu'il va y avoir des nouveautés, tout ça. Moi, mon format, il va pas vraiment évoluer en tant que tel, hein, globalement. Je pense que j'ai trouvé un ton qui fonctionne pas mal. Je le ferai peut-être un peu plus évoluer à la reprise en janvier. Parce que là, j'ai pas trop le temps de m'y consacrer. Et voilà, donc n'hésitez pas, jeudi, à venir voir la chronique sur le live, en public, et les semaines suivantes aussi. Je ne reprendrai pas le paperboard parce que c'est quand même très challengeant et ça demande beaucoup plus de préparation. Et c'est visuellement plus complexe. Donc non, ça sera mes PowerPoint, voilà, traditionnels, tout ça. Voilà, donc ça c'est pour jeudi. Maintenant que c'est dit, on va passer au récap de la semaine. Alors le récap de la semaine, je voulais quand même revenir sur une vidéo autour d'Inoxac. C'est la dernière fois que je parle du docu et tout, mais c'est juste que j'ai trouvé la vidéo trop intéressante. En gros, donc Ludoc, qui a la boîte de production IDZ Prod. Donc Ludoc, gros réalisateur internet, beaucoup du studio Bagel à l'époque, etc. Et qui est vraiment et puis très lié à Webedia aussi, et qui a donc cette grosse boîte de prod. Ils ont coproduit, enfin aidé à la production du documentaire. C'est eux c'est leurs équipes notamment.
qui ont bossé dessus. Et donc Ludoc, il a fait venir Inoxtag ainsi que l'équipe de réalisation, mais aussi le monteur et une autre personne dont j'ai oublié le staff précis sur le docu, tout simplement pour parler de la réalisation du docu, les galères techniques, les caméras utilisées et pas mal d'autres choses qui sont vraiment intéressantes parce que c'est vrai que le documentaire, il brille par sa technique. Sur le fond, on en a parlé longuement et tout, où il y a pas mal de choses à redire. Et d'un point de vue technique, c'est quand même très impressionnant ce qui a été fait, en plus dans un environnement naturel comme ça, où le froid a un impact sur tout. Donc, je voulais juste en parler un petit peu, tout simplement parce qu'en fait, il raconte beaucoup de choses très intéressantes et vraiment qu'on ne voit pas dans le documentaire, évidemment, parce que le but, c'est que les caméras, tout ça, l'envers du décor se voit pas trop pour favoriser l'immersion, quoi. Bon, il parle évidemment de comment, au début, ils ont mis en place leur réseau de cadreurs, c'est notamment beaucoup via Matisse, mais il y a aussi, par exemple, un droniste qui est venu avec eux, qui avait juste fait un mail à Inoxtag directement sur sa boîte mail un peu générale que lui, il regarde jamais. Il avait mis marqué drone Everest en objet de mail, je crois, et Inoxtag, le jour de Noël, il ouvre par hasard le mail, il l'appelle et ça fait l'affaire et ils commencent leur collaboration ensemble, quoi. Donc c'est assez fou. Et d'ailleurs, tout le discours, voilà, on voit les noms. Il y a Samy Bouissier, Basile Mono, pardon, qui était le réal, et Quentin Eden qui est le monteur. Quelqu'un qui a beaucoup bossé avec Ludoc, il a aussi bossé avec Cyprien, je crois, dans mes souvenirs. Et donc sur les drones, il y a toute une conversation assez intéressante. Je vais vous partager ça. Et ça a dû être une de vos grosses craintes, de dire qu'est-ce qui se passe si on est en haut et qu'on peut plus filmer, qu'on n'a plus rien. Vous avez dû avoir ce scénario à un moment donné, vous dire faut qu'on ait des backups de partout. Enfin, moi, je m'étais préparé en montage, on s'était dit bon, voilà, malgré tout, ce que vous amenez en matos, machin et tout, bon, il y a des chances que la GoPro, quoi. On est que de la GoPro et que on fera avec, tu vois. Et quand vous avez ramené les images, waouh, enfin, c'était incroyable. C'était l'objectif aussi, c'était ramener des belles images, ça faisait partie du défi. Et du camp 4 au sommet, les températures elles baissent vraiment et t'atteins les moins 36, moins 40 dans la nuit. Et aucune caméra se lançait pendant l'ascension, pendant la fin de l'ascension, pendant les 10 heures. Alors, Mathis il se mettait toutes les batteries à nu sur lui. Oui c'est ça, tu les colles au corps pour que ça... collait au corps. Vous aviez combien de batteries par personne? Mais c'est pas si énorme en fait. Moi c'est pareil, je me suis dit mais les gars faut qu'ils prennent 30 batteries par personne et tout. Et en fait pas tant. Parce qu'à partir du moment où les batteries Sony elles sont maintenues, déjà elles tiennent super longtemps. Et en fait, l'appareil lui pouvait être dans le froid, fallait juste le réchauffer un peu pour que ça se lance avec la batterie. Mais en soi, c'est assez lunaire comment ça tient bien. Parce que moi, je m'étais dit pareil, et Mathis et Louis étaient pas en mode non les gars, tranquille, il en faut quelques-unes. Tant qu'elles sont bien entretenues, gardées au chaud. Au final, c'est passé. Alors je sais que les gars avaient quelques chargeurs portables, ils sont montés, mais pas de quoi recharger 30 batteries, quoi. Donc en vrai, c'est vraiment faire attention à garder ces batteries maintenues. Ouais, Sony, c'est choquant. Ouais. Voilà, bon, c'est pas de la promo pour Sony. Hein. Pour le coup, effectivement, c'est assez impressionnant de se dire, de prendre conscience de toute la dimension technique derrière. Ils reviennent beaucoup sur les drones et le fait qu'il y a des drones qui se sont crashés, qu'ils ont dû aller les rechercher. Alors, il y avait un peu, pas tant pour éviter une pollution supplémentaire sur la montagne que pour vraiment récupérer les images qui étaient dessus. Ça c'est assez marquant parce qu'ils sont aussi fait prendre l'un de leurs drones par le gouvernement quand ils sont arrivés au camp de base parce qu'ils n'avaient pas le droit finalement, donc il y a du matériel qu'on leur a retiré. Puis ils ont dû faire tout un backup des cartes ensuite, c'est-à-dire que évidemment tant que ils n'étaient pas retournés en France, etc. Ils ont pu faire que des backups sur leurs ordi, sur d'autres cartes aussi, mais il y avait encore le souci qu'avec les températures, il y a peut-être des cartes qui plantent et tout, et ils ont eu aucun problème. Et au montage, ils ont fait un truc intéressant pour commencer à anticiper un peu le retour avec les cartes mémoire. C'est-à-dire que le monteur, Quentin, il leur a fait utiliser le Wi-Fi qui était un peu dégueu là-bas pour envoyer des exports des fichiers en 240p. Donc vraiment en toute petite résolution, des fichiers de 80 MO à peu près, ce genre de choses. Et ça lui a permis de commencer le travail éditorial. Et ils ont utilisé pas mal de techniques comme ça un petit peu. Il y a aussi le fait que au début, le monteur, l'équipe de montage, ils ont vraiment indiqué
presque au mot près tout ce qui se passait dans chaque plan. Donc c'était un travail énorme au début, mais ça leur permettait plus tard pendant le montage, s'ils avaient besoin de retrouver un plan avec telle personne qui disait telle chose, etc., ils pouvaient le retrouver très facilement. Donc ça a été beaucoup de préparation en amont pour essayer de faciliter le montage derrière, quoi. Autre chose assez intéressante, c'est de voir à quel point Inox il était vraiment investi dans la réalisation. C'est-à-dire que c'est lui qui disait voilà, ah là, faut sortir le drone, ah là, Matisse, il va y avoir le lever de soleil, etc. Faut qu'on fasse fonctionner la caméra et tout. Enfin, il était très impliqué. Inoxtag, lui, il a vraiment été très investi sur les images et tout. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir une vidéo qui explique que bah oui, les deux plans qui se succèdent, bah des fois il y a 1 heure de décalage entre les deux plans, parce qu'en fait il y a un plan qui est du dessus quand eux ils sont suspendus, et ensuite il a fallu le temps que le caméraman se positionne pour faire une espèce de contre-champ, et donc avec des dialogues où ils ont fait semblant de parler juste pour rattacher ces deux plans ensemble, quoi. Et ils ont eu pas de soucis de caméra, visiblement, à part les drones qui sont cassés la gueule, mais ça c'était assez prévisible, parce qu'ils expliquent qu'en plus, bah, un drone, si tu veux avoir un plan de l'Everest, bah, faut pas que tu sois juste au sommet de l'Everest, faut que tu sois bien au-dessus, puis il y a des autorisations à avoir, puis on n'est pas loin de la zone aussi, des fois de vol, d'avion, enfin bref, ça peut être très compliqué, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi toute une partie où il parle ce qu'il ferait en cas d'accident. Vous avez forcément eu ce genre de discussion. Oui, bien, ouais. Il y a eu forcément plusieurs scénarios. De se dire, ok, qu'est-ce qui se passe s'il y a un truc grave, s'il y a un accident, comment on réagit? Ok, Ludoc, laisse-moi faire la scène, ok? Laisse-moi faire la scène. Je me mets à la place de Samy maintenant. Yes! On a le contenu! On a le content! C'est pas compliqué! Eux, leur rêve, D'avoir du drama. c'est que je loupe la madame. En fait, mais on voulait qu'il réussisse, mais tout se passait tellement bien que quand il est tombé malade, en fait, il était tellement mal, mais tellement mal. On se dit, on filmait. Ouais, t'es en mode. Ah, ça va, mec? Ah, mince! Ah, on espère que tu vas aller bien. mieux, hein? Ah, repose-toi bien. Hésite pas à pleurer, vas-y. En vrai, Inès, il est vachement ouvert sur ça aussi, où quand il est malade, il accepte d'être filmé et il pète pas un câble à dire mais attends là, tu me saoules. Et il dit ok, vas-y. Et donc nous, on met les gros zooms en 4K sur sa tête. Des fois, il s'était collé, il me narguait. Il me narguait, vraiment, il voulait me foutre la haine. Par contre, des fois, au camp de base, t'avais la flemme. Et en vrai, ça pour le coup, c'est toi qui dois ressentir ton corps, parce que moi, ma phobie, c'est de se dire Inès, viens faire des inserts. Là, il est en train de marcher, il se fout la cheville, il peut pas faire l'Everest. T'imagines, tu te dis, en fait, parce que j'ai voulu faire des inserts, le mec, il peut pas, du coup, ça baisse tout le projet, tu vois. En fait, ce qui est fou dans les projets comme ça, c'est que quand tu le lances, et quand il y a la finalité, et tout s'est bien passé, on pense pas à ce monde parallèle où ça ne se serait pas passé comme prévu, quoi. Et en fait, les risques qu'on a pris sur ce projet, c'était quand même énorme. Nous tous. Voilà, déjà, financièrement, c'était plein de marques qui s'associaient sur le projet. Imagine, j'arrive au camp de base, je me fous la cheville. Bah, pas d'Everest. Ouais. Ça la fout mal. Donc là, ce qui est intéressant, effectivement, avec Inox, c'est qu'il dit vraiment que fallait pas non plus échouer parce qu'il y avait des marques impliquées, parce que ça ruinerait un peu le storytelling de ce truc de réussite, de motivation, de se surpasser, etc. Alors que moi, je trouverais ça super intéressant. On en a déjà parlé, mais par exemple, s'il rate la Madablam, sur le côté remise en question, de se dire, est-ce que des fois, l'échec, ça fait pas partie aussi de la vie, quoi, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant de le voir revenir là-dessus et de considérer l'échec que comme une autre timeline, un univers parallèle, etc. Parce que en termes de storytelling, en termes de financement, ça correspondait pas à ce qu'il avait en tête, quoi. Et de voir aussi que les réals qui sont avec lui, ils vont se dire ah ouais, mais il nous faut une narration. Et c'est ça le conflit entre la dimension documentaire et la dimension scénaristique, filmique, où les deux rentrent un petit peu en conflit parce qu'ils auraient voulu sûrement un peu plus de, peut-être au fond d'eux, inconsciemment ou pas, de rebondissements, ce genre de choses, quoi. Et donc sinon, voilà, ils reviennent un petit peu sur le fameux plan 3D des chaussures où il y avait une forme de transition. Donc ça, c'est totalement dans l'esprit du cas Inoxtag où il veut faire de la création visuelle,
Il est très impliqué, on le voit, il y a des images un peu de making-of, on le voit très impliqué sur les plans en 3D de la montagne et tout. Et puis surtout, ils évoquent pas le sujet de la redescente dans le docu. Mais là, ils l'évoquent un peu parce que, en fait, oui, tu fais la montée, mais après, il faut redescendre. C'est une des personnes autour de la table qui le dit, mais c'est global dans le milieu. C'est le seul endroit où tu te félicites qu'à mi-chemin. Parce que, après, faut assurer derrière, il peut se passer plein de choses. On l'a vu, hein, ils sont redescendus, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'il y a eu l'effondrement d'une partie du chemin, quoi. Donc ça, c'est assez important, mais il l'évoque pas à part ce moment-là précis. Ce que je trouve dommage dans le documentaire, il l'évoque pas. Et d'autant plus parce que c'est un enjeu de production aussi, parce qu'ils doivent ramener les caméras, les cartes SD, rentrer vivant aussi. Il y a le réalisateur qui était resté en bas, qui explique que lui, pendant l'ascension, il avait que un retour GPS de Matisse. Toutes les 40 minutes, un petit peu près, il avait un point GPS. Et à un moment, il a flippé parce qu'ils avaient avancé que de 30 mètres en 40 minutes. Et donc, il se demandait si c'était passé quelque chose. Et puis même la redescente, ils disaient oui, on sera là à 11h. Ils sont arrivés 3 heures plus tard. Donc, il y avait vraiment de l'appréhension sur la sécurité même de l'équipe. Au sein de l'équipe qui était à ce moment-là éclatée entre le sommet et le camp de base, je crois. Je suis pas sûr qu'il soit allé plus haut que le camp de base, le Real d'ailleurs. Et puis derrière, effectivement, ils sont aussi revenus, c'est un autre truc intéressant, sur Cuba, et le fait qu'à la base, ils voulaient que Inox à Cuba, ce moment après l'Everest où il va s'isoler, etc., soit en fait ponctue tout le documentaire de réflexion a posteriori, etc. Et en fait, quelques semaines avant de finaliser le montage, ils ont décidé d'évacuer tout ça pour garder que le début à la fin, ce qui je trouve est une bonne idée parce que en fait, ça aurait trop surligné, je pense, le propos, alors qu'à l'image, c'était relativement clair ce qu'ils ont envie de transmettre, quoi. Voilà, un petit peu pour cette vidéo. Je vous mets le lien dans le chat. Je trouve que c'est intéressant. En plus, ça permet aussi de bien prendre conscience des moyens de production qui peuvent être mis en place pour un tel projet et de ce que ça peut augurer pour l'avenir, en fait, aussi, hein. Je profite aussi, Inox, il avait fait un live un peu débrief avec Matisse et c'était aussi intéressant si vous voulez aller le voir sur sa chaîne, je crois encore. Il parle pas mal des sponsors et tout, et il parle pas mal de The North Face parce on en avait parlé des sponsors de donc North Face, ils avaient pas voulu être un sponsor officiel comme les autres, comme Nike, comme Deezer, Air Up, etc. Et pourtant, on les voit vachement bien en North Face. Et il le dit à un moment, il dit que North Face, ils nous ont quand même filé des vêtements, etc. et tout. Donc, North Face a quand même pu bénéficier de l'image. En fait, c'est une forme de placement de produit. Et donc, en fait, il y a ce truc-là qui est en jeu et qui est pas clair. Parce que les gens disent « Ah, mais c'est une sponsor North Face ». Alors, non, mais ils ont quand même réussi à moindre frais à être très très visibles dans le documentaire. Et ça, c'est assez malin. Et Inox dit « Ouais, mais on va aller les voir. Ils vont aller les voir, en gros, peut-être pour des prochains projets, essayer de les convaincre qu'ils devraient être sponsors officiels pour ces prochaines aventures, quoi. » Voilà, c'est un petit truc que je glissais au passage parce que ça m'avait interpellé dans cet autre live. Voilà, ça c'est pour le récap. Maintenant, on va passer à la sponsor de la semaine. Moi, j'ai vu passer quelque chose qui m'a un peu interpellé. C'est une sponsor qui a lieu, un voyage presse, en fait. Donc, pour reprendre un petit peu les bases, Gaël Garcia Diaz, voilà, influenceuse que vous connaissez toutes et tous, je pense, qui a eu son lot de polémiques aussi sur certains sujets, hein, faut pas l'ignorer, mais qui cartonne avec sa marque de cosmétiques Martine et qui a aussi un autre pendant plus soin de la peau, soin des cheveux qui s'appelle Martine Skin. Et donc, ils ont lancé une nouvelle gamme de produits pour les cheveux. Voilà, c'est la gamme capillaire Hair Booster de Martine Skin. Voilà, donc il y a le shampoing, il y a le démêlant, le masque, le tonique. Voilà, donc ça, c'est cette gamme de 4 produits qui a été lancée récemment. Et pour en faire la publicité, pour le lancement, elle a décidé d'organiser un voyage de presse avec plusieurs influenceuses. Donc, si j'ai bien noté, Natou, Shera, Romy et Silent Jill, et Gaël Garcia Diaz qui est évidemment de la partie.
Et elle a décidé de les emmener au Japon, voilà, plusieurs jours, avec pour objectif de mettre en avant les produits. Alors, il faut savoir que effectivement, le but, c'était au Japon, tout en se baladant, en faisant des activités, du tourisme, etc., intégrer les produits Martin Skin dans les contenus. Donc, par exemple, on a vu Romy faire des stories, on a vu Silent Jill faire un post. Voilà, je vous emmène avec moi dans une journée, dans une folle journée au cœur de Tokyo. Une véritable dinguerie que je suis en train de vivre grâce à Martin Skin qui célèbre la sortie de sa gamme de produits pour cheveux. Dites-moi en commentaire si vous aimez le petit format mini-vlog en Reel. PS, ma robe vient de chez Son de Fleurs. Bref, hashtag Tokyo, hashtag Martin Skin, hashtag Aircare, hashtag Headspa. Natou a aussi fait des vlogs là-bas. Il y a eu beaucoup de stories, de contenu, hein, etc. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est plusieurs choses. Déjà, moi, le premier truc qui m'a interpellé, c'est dans une vidéo de Natou, on voit un peu elle filme un moment le message d'accueil qu'elle a eu dans sa chambre d'hôtel, un petit message d'accueil de Martin Skin, qui lui dit voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous pour découvrir cette nouvelle gamme de produits. Et là, je cite le texte, c'était pour nous une évidence de t'accueillir dans l'épicentre mondial du bien-être capillaire à l'occasion de ce lancement très spécial pour nous. Je savais pas, enfin moi j'ai peu de connaissances en soins capillaires, peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus versées là-dedans, je savais pas que le Japon était l'épicentre mondial du bien-être capillaire. Ceci étant dit, soit là ça pose quand même beaucoup de questions et j'ai vu Paye ton influence, je crois, faire une story là-dessus il y a quelques jours, sur le côté, est-ce que c'était nécessaire d'aller au Japon pour promouvoir des produits qui sont de toute façon, a priori, destinés à un public francophone. Pour l'instant, en tout cas. Je n'ai pas connaissance de l'ampleur de la clientèle de la marque Martin, mais j'ai trouvé ça un peu en décalage avec les enjeux de sobriété écologique, on va dire, là-dessus. Sur le côté, est-ce que c'était vraiment essentiel pour promouvoir des produits d'aller au Japon, d'envoyer plusieurs influenceuses pendant quelques jours? J'ai l'impression que le voyage se finit là, c'est-à-dire qu'elles sont restées peut-être 4-5 jours. Et encore une fois, je ne veux pas m'avancer parce que peut-être qu'elles sont pas encore reparties, hein, je suis pas sûr du tout. Et je me dis que c'est quand même assez fou en 2024, alors que plusieurs de ces personnalités-là, et notamment Natou, se sont quand même pas mal impliquées sur certains sujets écologiques par le passé, de voir que ce genre de voyage presse existe encore. Je suis un peu étonné, alors que les voyages presse, c'est vieux comme le monde, hein, c'est pas les influenceurs qui les ont inventés. Les journalistes par le passé ont bien profité de voyages presse et continuent à en profiter. Je suis un peu interloqué sur le fond même du sujet. Et ça, voilà, c'est plus une porte ouverte au débat là-dessus, parce que là, on est sur un type de promotion un peu spéciale. À la limite, effectivement, Spielgrim le mentionne, à la limite, si elle avait fait la promo au Japon, Gaëlle, avec des créateurs et des créatrices de contenu japonais sur place, etc., pour toucher un nouveau marché, oui. Là, clairement, le lien avec le Japon, je sais pas trop. À part envelopper la promotion du produit dans un storytelling et une esthétique qui marche très bien sur les réseaux. Il y a pas mal de personnes qui ont dit ah voilà, elles partent entre copines. Enfin, il y a un truc à la fois vacances entre potes. En tout cas, c'est présenté aussi un peu comme ça. Et en même temps, c'est pas vraiment des vacances entre potes, puisque c'est une marque, c'est une entreprise et tout. Donc, il y a des frontières qui sont assez qui sont en train de se brouiller. C'est-à-dire que Gaëlle Garcia Diaz, c'est à la fois ses potes et en même temps, c'est un peu ses clientes aussi. C'est un peu prestataire d'une certaine manière, même s'il n'y a pas forcément d'engagement contractuel ou quoi. Donc je suis un peu, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup questionné un petit peu sur la façon de voir la publicité, etc. Et de se dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire la promotion de ces produits-là tout en trouvant un cadre vraiment agréable en Europe, dans des endroits qui sont accessibles en train, ce genre de choses. Et voilà, quoi. Alors la question de la fiscalité, ça je peux pas vous dire, j'ai pas d'infos du tout là-dessus, quoi. Voilà.
Donc, moi, je peux pas. Ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des créateurs et des créatrices de contenu, quand les impôts arrivent et qu'il s'agit un petit peu d'optimiser, etc., qui vont des fois monter des projets pour faire passer ça sur la boîte et derrière que les impôts soient un peu réduits. Là, dans ce cas-là, je sais pas du tout. Voilà. Je sais que c'est une pratique, mais c'est pas propre aux influenceurs uniquement non plus. Mais voilà. Donc il y avait un petit peu tout ça. Enfin, par exemple, je vous montre vite fait peut-être un vlog de Natou par exemple. Attendez, je vais vérifier s'il n'y a pas de story, parce que j'aime bien vérifier des fois, voir si elles sont toujours au Japon, parce que là, elles y sont depuis 4-5 jours au max. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait grand chose à part chiller dans notre ryokan à Izu. La pression est forte, hein. Ah, il est en train de faire mon cul là. Après les sièges massants, on est allé profiter de notre magnifique onsen, c'était tellement apaisant. Puis je suis retournée me faire masser le fion. Et puis voilà, la journée est vite passée à rien faire finalement. Le soir, on a mangé un dîner d'exception et le chef adorable nous traduisait chacune des étapes de son menu. Nous utilisons du soja fermenté et de la courgette jaune. J'ai appris comment on faisait le wasabi. En fait, on vient frotter une sorte de racine contre une planche rugueuse. Le lendemain, on a repris la route pour Tokyo et j'ai mangé les biscuits les plus mignons de la Terre en forme de champignons. Arrivé en ville, j'ai rencontré Paul, c'est un photographe qui m'avait tweeté qu'il avait envie de shooter avec moi à Tokyo et du coup, on s'est donné rendez-vous. Et on avait 30 minutes pour faire des photos. C'était n'importe quoi. Je pense que ça va être cool en vrai. Dans cette dernière soirée, on est allé à Teamlab, c'est un musée digital Alors, elle disait dernière soirée. Donc, je sais pas. Et j'ai l'impression en même temps qu'il y en a qui se sont réveillés au Japon. Donc, peut-être qu'elles partent aujourd'hui, en fait, ou qu'elles sont parties. Mais dans tous les cas, ça fait un voyage de 4 jours, 5 jours max. Si visiblement elles sont parties là, quoi. multisensoriel dans lequel il y a plein de salles ultra stylées. J'en avais déjà visité un il y a quelques années, mais dans celui-ci, il y avait des pièces dans lesquelles on pouvait marcher dans de l'eau et c'était assez... C'est vrai, Yovcheko, t'as raison. Elle pourrait préciser que c'est un pays entre tradition et modernité, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, tout le monde n'a pas la même expertise que toi ou d'autres personnes sur le Japon. Mais bon, voilà. impressionnant. Ensuite, on est rentré dans notre hôtel, j'ai mangé un truc vite fait dans ma chambre et on a bu un dernier verre tous ensemble. Et voilà, c'est la fin de ce voyage exceptionnel. Ah oui, donc c'est bien la fin, en fait. Les daily vlogs vous ont plu et si c'est le cas, j'en referai d'autres. Bisous. Voilà, donc là, voilà, elle dit encore merci Gaël de nous avoir invités pour marquer le coup de la sortie de la gamme capillaire Martin Skin. Bisous sur ton cuir chevelu bien nourri. Donc là, le Martin Skin n'apparaît pas vraiment là-dessus, il apparaît dans d'autres, etc., dans des stories et tout, mais voilà, c'est quand même particulier, je trouve, et moi, ça me questionne de fou de me dire qu'en 2024, ce type de publicité est pas plus questionné, en fait. Parce que j'ai pas vu grand monde questionner ça, à part Paye ton influence. Et voilà, quoi. Oh non! À quoi ça sert? Désolé, hein, j'attends qu'il s'arrête. Autre petit truc que j'ai remarqué, on est toujours un peu dans la sponsor de la semaine, mais j'ai remarqué une vidéo. Publiée par Gaspard G, qui raconte un petit peu le parcours, la vie, qui fait une vidéo un peu biographique de Benjamin Netanyahou. Et en fait, au début de la vidéo, faut que je vous retrouve le passage, il y a une sponsor qui m'a interpellé au début. Mais avant de commencer, cette vidéo existe grâce au soutien de YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à 10 ans et aujourd'hui j'en ai 26. Quand j'étais petit, j'adorais faire un truc, je mettais des gigalons génériques à la fin de mes vidéos et j'écrivais en partenariat. J'apprécie le fait qu'il indique déjà dans les timecodes la longueur de la pub et en plus ils le mettent sur la vidéo, comme le font certains Américains, etc. Ça c'est plutôt cool. Avec YouTube, ce qui était faux, hein, pour des raisons évidentes. Déjà, j'avais 10 ans et demi. Je filmais avec un appareil photo numérique qui avait à peu près cette résolution. Donc non, j'étais pas en partenariat avec le premier site de partage de vidéos au monde. Mais, 16 ans après, je suis très content de pouvoir dire le contraire. Aujourd'hui, être youtubeur, être créateur, c'est mon métier. J'ai une chance extraordinaire, j'en suis conscient, de pouvoir vivre de ma passion, de mes idées. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des longues vidéos de 30 minutes qui racontent l'histoire d'une personnalité ou d'une affaire, comme celle que vous vous apprêtez à regarder par exemple, des enquêtes de terrain, mais aussi des shorts qui reprennent le même principe que mes formats longs, et des directs, comme ce débat que j'ai co-animé avec France Info et qu'on a co-diffusé à l'occasion des élections européennes en mars dernier. Créé sur YouTube, ça m'a permis de grandir, d'apprendre tous les jours, de rencontrer des créateurs qui sont devenus des amis. Et puis, bon, fait important, ça m'a permis d'en vivre.
accessoirement. Alors, pas tout de suite, ça s'est fait progressivement grâce au programme partenaire YouTube. Quand j'étais ado, ça me faisait de l'argent de poche. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec 3 personnes salariées sur la chaîne et une quarantaine de journalistes, de techniciens, de monteurs chaque année. Ça y est, vous êtes 1 million d'abonnés à ma chaîne YouTube. Cette plateforme a littéralement changé ma vie. Alors, pour tout ce que ça m'a apporté, merci à vous et merci YouTube. Bon, Voilà, donc c'est une vidéo qui est sponsorisée par YouTube et en fait, juste je la signale parce que c'est tellement rare de voir des... Ah, il y a le producteur de Backseat qui m'appelle. Non, je peux pas lui répondre maintenant, attendez. En plus, il est 19h40, qu'est-ce que ça appelle à cette heure-là? Enfin. Et en fait, c'est assez étonnant de voir une sponsor par YouTube. Et je me suis rendu compte, en fait, ça fait partie d'une campagne marketing qui existe depuis quelques mois et que j'avais pas trop vu en France jusque-là. Où, en gros, le but, c'est de financer des créateurs de contenu pour qu'ils fassent un peu de storytelling sur leur réussite sur Internet, quoi. Et donc, ça veut dire que cette vidéo-là a été financée par YouTube, comme d'autres contenus. J'en ai pas trop vu en France, ouais, effectivement, pour l'instant. Peut-être ici, ce genre de choses. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant de voir qu'ils vont vers ça. Et en même temps, est-ce que là, c'est juste une campagne marketing spontanée pour faire de la visibilité à YouTube et rappeler un petit peu, selon eux, ils sont du côté des créateurs de contenu. Et en même temps, ça me pose pas mal de questions. Effectivement, est-ce que ça veut dire qu'une vidéo sponsorisée par YouTube va être considérée différemment dans l'algorithme? Ça peut se questionner. Est-ce que ça veut dire quelque chose des relations entre Gaspard G et YouTube? Parce que Gaspard G, il a déjà fait pas mal de choses effectivement avec YouTube de manière plus officielle. Il a interviewé la patronne de YouTube. Et surtout, en fait, je me suis posé la question, et ça, à l'occasion, si je le recroise, parce que je l'avais croisé cet été à un festival de journalisme, j'aimerais bien savoir, parce qu'en fait, il est aussi en parallèle, depuis pas longtemps, alors attendez, je vous retrouve ça tout de suite, il est devenu secrétaire général de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC. Et l'UMIC, c'est cette fédération qui s'est mise en place au moment de la loi sur l'influence commerciale, où des agences, des grosses agences, il y avait Bump, il y a Point d'Orgue qui représente notamment Joy Phoenix et d'autres qui sont réunis pour défendre leurs intérêts et, selon eux, défendre les intérêts des créateurs. Et donc là, je me suis dit, mais c'est intéressant de se dire que donc il y a à la fois quelqu'un qui collabore donc financièrement avec un géant du streaming vidéo, un géant d'internet, et en même temps qui est en parallèle secrétaire général d'une fédération qui veut défendre les intérêts des agences, des créateurs de contenu, etc. L'UMIC, c'est eux qui avaient sorti la fameuse tribune. Alors, dans les faits, il y a eu beaucoup de cafouillages. L'UMIC n'est pas le seul responsable du bordel que ça a été. Il y a eu beaucoup de responsabilités partagées à mon sens. Et donc voilà, il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont assez intéressantes de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui est à la fois du côté d'une agence qui défend les droits des créateurs de contenu des agences, et même ça, au sein même de l'UMIC, moi je me pose des questions sur comment on arbitre des fois s'il y a des problèmes entre une agence et des créateurs de contenu, ce genre de choses. Bref, l'UMIC, c'est une structure qui est, je pense, passionnante à analyser, c'est de comprendre, notamment parce qu'ils sont installés depuis pas mal de temps maintenant. Et puis voilà, il y a Gaspard G qui travaille donc avec YouTube. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt ou pas? Je sais pas, faut creuser. Là, c'est juste un truc que je mets comme ça. À l'occasion, je serais ravi d'en parler avec lui et de plein d'autres choses parce que Gaspard G, il fait du journalisme et tout, et je pense qu'il y a pas mal de sujets super intéressants, et ses interventions étaient assez intéressantes. J'étais très content de l'écouter au festival de journalisme l'été dernier. Et on s'était dit d'ailleurs qu'il faudrait qu'on discute à l'occasion, et on l'a pas fait pour l'instant, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse un moment parce que des personnes comme Gaspard G, ça augure vraiment d'un nouveau modèle dans l'espace médiatique, quoi. Voilà. Sujet suivant. Donc premier sujet de la soirée, pour le coup, voilà.
Je voulais parler de Fanny, vidéaste, et donc désormais ancienne membre de Ici Japon, qui est une entreprise slash compagnie entreprise de divertissement en ligne, qui est très très bien implantée au Japon maintenant, qui a quand même pas mal d'abonnés, qui est portée par une figure assez importante du YouTube Game. Et en fait, Fanny, qui était une figure assez visible et connue et appréciée de Ici Japon, cette entreprise-là, a annoncé son départ et ça a créé pas mal d'émoi, voire de questions, voire de critiques, voire d'insultes en ligne, à la fois contre elle et contre le patron de Ici Japon. Donc je me suis dit, je ne sais pas si vous avez vu passer un peu ça, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler et d'en profiter pour essayer de présenter un peu plus Ici Japon. Ici Japon, c'est... il y a une chaîne YouTube, mais c'est pas forcément, entre guillemets, le cœur du business, j'ai envie de dire. C'est en fait plusieurs entreprises lancées par Tev. Donc c'est un Français qui s'est installé au Japon il y a une dizaine d'années maintenant, après son mariage avec une femme japonaise qui s'appelle Akiko, je crois. Il a commencé avec des blogs, donc en étant installé au Japon, il a créé ce que beaucoup d'autres ont fait, c'est-à-dire c'est des Français expatriés là-bas, qui parlent de la vie au Japon, qui donnent des conseils, qui commencent aussi à vendre des produits, des gadgets à destination de la France, parce qu'il y a un énorme attrait des Français depuis très longtemps pour le Japon, et encore plus depuis, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, enfin je n'ai pas de stats exactes, mais il y a une vraie hype, on va dire, pour le Japon, avec toute la culture manga, weeb, enfin il y a un vrai succès de ce pays auprès des Français, on le voit avec la Japan Expo, tout ça. Et donc lui, il a commencé à développer un business là-bas avec sa compagne, à s'établir en tant qu'entrepreneur, hein, c'est vraiment un statut qu'il revendique. Et il a commencé à vendre aussi des bonbons, des boîtes de bonbons un peu étonnants, des boîtes découvertes. Donc parce que voilà, au Japon, il y a plein de produits d'alimentation aussi qu'on n'a pas du tout en France, et régulièrement, Gaël Garcia Diaz a fait ça il y a quelques jours, une vidéo de dégustation de produits étonnants qu'elle a trouvé dans des 7-Eleven, dans des supermarchés, enfin des petits markets qu'il y a à Tokyo. Donc il a fait ça, ce truc qui s'appelait Candy-san a eu pas mal de succès. Il a aussi lancé sa chaîne de vidéos qui s'appelle Tev pour parler de la vie au Japon. Donc voilà, ça aussi ça marche plutôt bien, les comparatifs. Notamment quand d'un point de vue culturel, il y a pas mal de différences, on va en reparler, mais le rapport au travail, la culture au sens large, le rapport, je sais pas, à la religion, aux relations humaines, ce genre de choses. Il a lancé sa chaîne Ici Japon en lien avec sa boîte, donc pour parler de cette marque qu'il développe, pour avoir un discours d'entrepreneur, parler de la vie de bureau, parce qu'il a recruté des personnes au Japon, donc notamment Fanny, mais je vais y revenir après. Il a lancé une marque de vêtements, il a lancé un café, je crois, en France. Il s'est lancé aussi dans l'e-sport, avec plus ou moins de succès. Hein. Je pense pas qu'on puisse dire que son entrée dans l'e-sport, c'est pas forcément le plus marquant par rapport à d'autres équipes qu'on connaît beaucoup plus en France. Il a aussi il est aussi dans l'hôtellerie. Il a lancé plusieurs maisons, appartements de location. Donc voilà, encore une fois, pour que les Français qui aillent là-bas passent par lui. Il a des hôtels. Ici, c'est Ici Japon Village, donc vous pouvez loger pour des chambres qui commencent à 45 € pour une personne, à 70, etc., qui sont des tarifs, j'ai l'impression, un peu classiques là-bas. Il a aussi donc lancé une chaîne commune avec Louis San, qui est un autre youtubeur qui est très impliqué dans la culture japonaise, qui lui aussi a lancé sa marque de vêtements en lien avec l'imaginaire japonais, etc. et tout. Et il a aussi donc lancé ce fameux projet de musée du jeu vidéo en France, où en gros il avait été, donc on va regarder, il y a une vidéo que je peux pas regarder ici parce que c'est l'AFP, mais vous allez voir. En fait, en gros, il a pris contact avec un collectionneur de jeux vidéo qui avait accumulé une collection dingue de consoles, de jeux, tout ça. Et en fait, il a lancé c'était un Kiss Kiss Bang Bang oui, c'est un Kiss Kiss Bang Bang, je crois.
pour financer la création de ce projet-là en région parisienne. Et ils avaient un objectif de 50 000 euros. Ils en ont récolté plus de 2,2 millions. Donc ça fait partie de ces projets monstres qui ont été financés. Même Emmanuel Macron a salué l'initiative, etc. Enfin, ça a été très médiatisé. On peut en regarder un petit bout de la vidéo de l'AFP là-dessus. Ah oui, je crois qu'ils étaient passés dans Backseat en plus. Oui, je crois. Donc voilà, donc il avait plus de 2200 consoles et des milliers de jeux dans sa collection. Et donc Benoît Théveny, donc, qui est le nom de Thèves, hein, de Benoît Théveny Thèves, il a décidé de lancer un projet pour le financer. Et on veut vraiment que autant les enfants de 3 ans qui jouent à Minecraft que les vieux de la vieille qui ont 50-60 ans qui ont commencé sur les premiers Pong se retrouvent dans le musée et presque versent une larme ou soient émerveillés par les décors quand ils se retrouvent là-dedans. Donc ça, c'est le plus gros challenge qui en vrai n'en est pas un parce qu'on est assez confiant dans le fait qu'on peut émerveiller tout le monde avec le jeu vidéo. C'est vraiment, s'il y a un musée dont le thème prête à l'émerveillement, à l'immersion dans des décors incroyables, c'est le jeu vidéo. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire ressentir toute cette atmosphère un petit peu d'aventure, de découverte, et que ça plaise à tout le monde. Voilà, et donc il y a eu cette campagne de financement participatif qui a été un énorme succès. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de nouvelles pour l'instant, mais après c'est des projets qui prennent du temps. Je pense que comme tous les projets qui sont financés en ligne, ça demande un suivi parce que il y a eu d'autres projets où il y a eu beaucoup d'argent collecté et en fait le résultat final n'a pas été à la hauteur, malheureusement des fois pour plein de raisons. Et donc voilà, donc il y a ça. En plus de tout le reste pour Ici Japon, Thèves, etc. Donc vous voyez, Thèves, c'est vraiment un entrepreneur qui fait plein de choses, qui a un vrai business. Au Japon, il est très implanté, il a sa vie là-bas, il a ses enfants. Voilà, c'est la personnalité que c'est. Et il fait partie de ces Français qui ont fait un business au Japon et qui le mettent en avant sur les réseaux sociaux, qui se servent des réseaux sociaux pour ça. À côté, on a donc Fanny, qui faisait partie des employés jusqu'à il y a quelques jours de cette Japon Corp, ici Japon Corp, hein, c'est le surnom officiel de la boîte. Et en fait, il y a eu un début d'annonce comme quoi elle partait en fait, elle quittait ici Japon et que c'était pas forcément sa décision. Il y a eu une micro-annonce, puis ensuite il y a eu une vidéo qui a été faite sur la chaîne ici Japon Corp où où Thèves annonce son départ assez brièvement alors qu'elle l'avait pas encore fait officiellement. Il faut que je vous fasse un petit point sur l'équipe aussi, en tout cas l'équipe au Japon, puisque vous l'avez compris il y a quelques jours, Fanny ne fait plus partie de l'équipe ici Japon Corp. Ça fait quelques temps déjà qu'on parlait avec elle de son avenir dans l'entreprise parce que elle a une vie qui a beaucoup changé dernièrement, elle en parle aussi beaucoup, entre sa vie familiale, le fait qu'elle habite littéralement à l'autre bout de la ville et que maintenant elle se consacre aussi à son autre activité en ligne. Donc ça fait que c'était plus trop compatible avec ses activités ici, c'est pour ça aussi que vous la voyez très peu en vidéo, c'est parce qu'elle n'était pas souvent là physiquement et elle a pris la décision, enfin je l'ai appris un peu comme vous sur sa chaîne YouTube, mais elle a pris la décision de quitter ici Japon Corp avec effet immédiat. Donc voilà, elle se consacre maintenant à une toute autre vie. Alors c'est pas pour ça qu'on s'entend mal ou quoi que ce soit, hein, je comprends et on en avait déjà un peu parlé avant, sauf qu'effectivement ça a été très rapide on passe à autre chose parce qu'elle réorganise sa vie et encore une fois voilà, autre travail, jeune maman. Donc voilà, peut-être que vous la reverrez de temps en temps, mais pas au sein de ses fonctions de ici Japon Corp. Voilà, donc là c'est un peu l'annonce qui a été faite de manière officielle, même si Fanny l'avait plus ou moins annoncé dans une vidéo précédente sans revenir sur les détails. Faut savoir qu'elle comptait partir au bout d'un moment de l'entreprise, qu'elle avait des projets de création d'entreprise avec son compagnon qui est lui-même un ancien employé de ici Japon, et que dernièrement elle avait eu aussi dû adapter beaucoup son planning, sa vie, parce qu'en fait sa petite fille tombait assez régulièrement malade malheureusement et qu'elle avait besoin de s'occuper d'elle et que les journées qui sont pas travaillées au Japon ne sont pas rémunérées, mais je vais revenir juste après là-dessus.
Et donc, elle en a parlé assez longuement dans un vlog où elle, en gros, je vais vous montrer un extrait assez vite. Il y a des choses qui interpellent forcément, et notamment du point de vue français, dans le rapport au travail. Que Tev m'a convoqué dans son bureau un petit peu par surprise, je m'y attendais sincèrement pas du tout, pour m'annoncer en fait que mon contrat arrivait bientôt à terme. Si vous voulez, pour faire simple et pour comparer à la France assez facilement, moi j'avais un CDD qui était renouvelé tous les ans et il existe bien sûr d'autres contrats qui sont comme des CDI, sauf que moi je n'ai jamais signé pour ça. Ce qui fait que j'ai jamais eu, pour faire simple, la sécurité d'avoir un emploi qui dure tout le temps. Tous les ans il fallait qu'on refasse mon contrat. Mais je me suis jamais dit qu'à terme de ce contrat, ça se pourrait qu'il décide de pas renouveler mon contrat, et en fait c'est ce qui s'est passé quand Tev m'a convoqué dans son bureau. C'était pour m'annoncer qu'en fait il ne souhaitait pas reconduire mon contrat cette année, et pour ça il y a plusieurs raisons. C'est un petit peu délicat pour moi de parler à sa place, mais de toute façon je pense qu'ils vont vous l'expliquer sur Ici Japon Corp aussi. Si j'ai bien compris, la décision a surtout été prise parce que j'étais trop souvent absente de l'entreprise. Quand on compare aux autres employés qui sont là 5 jours sur 7, de 9h à 18h, et ben moi j'étais pas assez souvent là, et ça arrivait souvent que ma fille soit malade, comme vous le savez. À cause de ça, ça m'arrivait souvent de devoir rater le travail. Je tiens à préciser aussi, parce que c'est important, il y en a qui m'ont fait la remarque, et je suis pas du tout payée quand je travaille pas. Pour moi, une absence, c'est un jour sans être payé. Donc c'est pas par plaisir. Quand je m'absente, c'est vraiment par nécessité, parce que nous au Japon, on n'a pas de famille, on n'a personne à qui confier notre fille à part à la crèche, et quand elle a de la fièvre, et ben on a interdiction de l'amener à la crèche, ce qui est normal, et de toute façon j'ai envie de prendre soin d'elle, donc voilà, je peux pas la confier à sa grand-mère ou à son grand-père puisqu'ils ne sont pas là, ils sont en France. Il y a que Mitsu et moi qui pouvons nous en occuper. Honnêtement, ça m'a un peu fait du mal de savoir que c'était à cause de ça que mon contrat n'était pas renouvelé, même si je peux comprendre que pour une entreprise c'est pas simple d'avoir un employé qui s'absente souvent, de me dire qu'en fait si je perds mon travail aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai ces obligations de vie de maman, tout simplement. Donc c'était assez difficile à digérer, et c'est pour ça que je vous parlais de tremblement de terre et tout, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide et brutal. Pour être tout à fait honnête avec vous et avec Tev, je lui ai expliqué, je comptais quitter Ici Japon dans les mois à venir, mais vraiment pas là maintenant tout de suite. Moi je m'imaginais quitter la boîte peut-être l'année prochaine, parce qu'avec Mitsu on a des projets. Le but dans l'avenir c'est d'ouvrir une entreprise au Japon, et du coup d'avoir un visa avec cette entreprise là qui nous permettrait de ne pas dépendre d'aucune autre entreprise, et qui nous donnerait la liberté un peu d'évoluer en fait tout simplement dans le monde professionnel. On a ce projet là, mais c'est long à monter. En attendant, moi je comptais rester à Ici Japon justement pour continuer déjà à avoir un apport financier, et aussi pour mon visa, et aussi parce que ça me plaît de travailler pour Ici Japon. Enfin, ça me plaisait. La rupture a pour moi été assez brutale. Tev, ça le mettait dans l'embarras aussi de savoir que ça allait potentiellement me porter préjudice pour mon visa. Potentiellement, j'allais devoir rentrer en France. Donc forcément, lui, humainement, c'était pas hyper simple non plus de m'annoncer ça. Et donc, on a convenu la semaine dernière que potentiellement je pourrais faire un contrat 2 jours par semaine où je viendrais à l'entreprise sans faire de télétravail, etc. Comme ça j'aurais pu continuer mon visa. Mais je vous avoue qu'en fait de mon côté ça m'a tellement choquée qu'on puisse me demander de partir comme ça d'un coup, que je me suis dit ah ouais là non, il faut absolument que je trouve quelque chose de plus sûr sur lequel je peux compter pour rester ici au Japon, parce que moi le but c'est de rester ici quoi, c'est pas de rentrer en France du tout. Et donc pendant ces quelques jours après l'entretien avec Benoît, je suis pas retournée à la boîte, et en fait ça m'a permis de chercher de l'aide un petit peu à droite à gauche, parce que je vous avoue que c'était la PLS chez Mitsu et moi, parce qu'on savait pas comment faire, et finalement on a trouvé des solutions assez rapidement, heureusement, notamment au niveau du visa, parce que oui j'ai pas précisé, mais notre Mini elle dépend de mon visa à moi. Ça veut dire que si mon visa s'arrête, elle et moi on n'est pas du tout assurés de rester au Japon. Ensuite j'ai eu des entretiens d'embauche. Voilà, bon j'arrête parce que après ça continue, mais pour résumer, elle a eu des entretiens dans 2 entreprises qui l'ont rassuré aussi sur le côté jour férié, etc. Et où, en gros, il lui montrait qu'il comprenait qu'elle avait besoin de s'absenter des fois quand sa fille était malade, etc. Donc, elle avait l'air d'être assez rassurante, entre guillemets, par rapport aux entretiens qu'elle a pu avoir par la suite avec d'autres entreprises, par rapport au contexte qu'elle avait jusque-là, quoi. C'est ça. Encore une fois, après, il y a eu encore une réponse de Tev que je vais vous partager après. Donc là, voilà, c'est ce qu'explique Fanny. Elle explique également que elle allait prendre une partie de ses congés, parce qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant qu'elle avait des congés. Donc là, encore une fois, est-ce qu'il y a eu un manque de communication là-dessus au sein de Ici Japon? Est-ce qu'il y a eu une incompréhension ou ce genre de choses?
Mais en tout cas, voilà, elle dit qu'elle avait pas mal de congés de côté parce qu'elle savait pas trop qu'elle pouvait les prendre. Et que, voilà, les jours fériés là-bas, il y a des entreprises. Logiquement, il y en a beaucoup qui travaillent. Mais voilà, c'était établi à Ici Japon que les jours fériés, les gens travaillent, mais comme c'est le cas dans d'autres entreprises au Japon. Là, on est vraiment sur la culture du travail au Japon de manière générale et comment ça fait écho ou pas à nous, notre prisme de français sur le travail et ce genre de choses. Bref, au Japon, il y a une culture toxique du travail qui est bien en place sur bien des aspects. Mais il faut garder en tête le différentiel entre la culture là-bas du travail, celle qu'on a, etc. Donc bref. Donc il y a eu tout ça, qui est sorti. Et en fait, derrière, ça a créé beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur la vidéo de Ici Japon où Tev en parlait en 1 minute et quelques pour mettre des commentaires déçus, etc. Voire des commentaires d'insultes. Tev le dira après, mais il a passé beaucoup de temps à supprimer des commentaires dénigrants, etc., que ce soit lui ou contre Fanny. Et j'ai pas eu le temps de voir la réponse du conjoint de Fanny pour le coup, mais je crois qu'il était il avait l'air un peu, il avait l'air en colère, j'ai l'impression, mais je veux pas non plus lui prêter des propos que j'ai pas pu constater moi-même. Et en fait, donc voilà, donc Fanny, elle a fait des stories en disant suite à la dernière vidéo, voilà, je tiens à préciser qu'à la base, c'était pas ma décision de partir, donc c'est pour ça qu'elle a aussi fait ce vlog, parce qu'en fait, il y a eu, c'était un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'en gros, Ici Japon visiblement ne lui a pas demandé de partir, ils lui ont dit qu'il ne renouvelait pas son contrat tel quel, ils lui ont proposé de faire 2 jours, donc un mi-temps. Et elle a décidé de ne pas l'accepter parce que ça ne lui convenait pas et qu'elle était un peu, comme elle le dit, sous le choc un petit peu de ce revirement-là, quoi. Là-dessus, voilà, il y a des précisions, je pense, à faire. Et elle dit, voilà, il y a des centaines de commentaires sous ma vidéo. Déjà, merci pour votre soutien. Par contre, il y a certains commentaires très véhéments envers Ici Japon, Tev et son équipe. Que ce soit pour eux ou pour moi, écrire ce genre de propos n'est bénéfique pour personne. Mon but dans la vidéo n'est en aucun cas de causer du tort à qui que ce soit, simplement vous expliquer les raisons de mon départ précipité. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est de tourner la page et avancer dans la vie. Donc il y a eu ça, il y a eu pas mal de choses. Je crois que la chaîne de Ici Japon a perdu 1000 abonnés en 24 heures, 48 heures. Donc ça veut dire qu'il y a eu une réaction assez vive vis-à-vis de Tev et de son entreprise. Ce qui a poussé donc Tev à faire une vidéo réponse sur la chaîne directement de Ici Japon Corp. Et pendant 19 minutes, il explique un petit peu sa version des faits, où il dit, voilà, je vais vous montrer un extrait, mais après je vous le résumer parce que c'est un peu long. C'est une situation de crise pour moi, pour Ici Japon Corp. Depuis hier, on fait face à notre premier vrai drama. Alors là, je précise qu'il utilise le terme drama, qui est pour moi un terme que je trouve terrible, notamment si on parle du milieu du travail, de conditions de travail et de la perte d'un emploi pour une personne. En revanche, après, il nuance un petit peu plus loin le terme drama. Enfin, il dit que c'est pas vraiment ce qu'il veut dire par là, etc. Mais bon, bref, c'est pas un terme qui, je pense, est correct pour ce genre de situation. Mais il a l'air de le concevoir lui aussi. En toute franchise, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de répondre à ça, mais étant donné qu'on est sur une chaîne entrepreneuriale, je me dis que c'est bien de faire un petit peu de pédagogie pour que vous compreniez comment ça se passe, quelles sont les conséquences, comment nous, de notre côté, on a décidé de gérer ça, et puis aussi pour vous apporter toutes les informations que vous n'avez pas forcément. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre vous maintenant le savent, Fanny ne fait plus partie d'Ici Japon Corp. Suite à ça, elle a communiqué sur ses réseaux sociaux, Mitsugi également, sur Instagram, sur YouTube. Et Mitsugi, c'est le compagnon de Fanny. Un flot de haine que je pense injustifié envers moi, envers l'équipe, envers ma famille, envers tout ce que vous voulez. Et depuis hier soir, on est dans une situation qui est assez grave. En général, quand il y a quelqu'un qui part de Ici Japon, ou enfin, de l'entreprise en général, j'ai pour politique de ne pas trop communiquer dessus. Je sais qu'on me le reproche souvent, qu'on dit que c'est un manque de transparence. La vérité, c'est que quand quelqu'un quitte l'entreprise, il ne fait plus partie de l'entreprise. J'essaie de ne pas parler de cette personne, en tout cas pas de façon négative, parce que c'est sa sphère privée. Et ça, c'est un peu paradoxal, parce que cette chaîne, justement, est dédiée, il l'a dit lui-même, à la démarche entrepreneuriale, entre guillemets, qu'il a. Donc,
bah ça fait partie de la vie d'une entreprise, les départs et les arrivées de personnes. Surtout que ce que j'en vois, l'arrivée des gens et la mise en avant des employés, elle est quand même très importante. Et c'est notamment pour ça que Fanny, elle était très populaire parce qu'elle un de ses jobs, c'était vraiment d'apparaître aussi dans les contenus, etc. Donc, Et j'ai jamais la volonté de nuire en fait à quelqu'un. J'ai jamais, même sur YouTube ou dans la vie, eu la volonté de nuire à des personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui s'est passé, c'est que Mitsugi sur Instagram et Fanny sur Instagram et YouTube ont sorti une vidéo explicative et des posts qui vraiment ont été publiés à chaud, je pense sans réflexion de leur part et pas forcément avec une volonté de nuire, avec une volonté de s'expliquer, mais ça a été fait de façon extrêmement maladroite et je pense sans vraiment réfléchir aux conséquences qu'il y a derrière, conséquences autant pour moi que pour eux, parce qu'ils ont vraiment divisé deux communautés qui déversent des flots de haine autant sur moi que sur eux également. Hein. Ils sont aussi victimes de tout ça. On ne peut pas parler de mensonges vraiment, mais il y a beaucoup d'omissions, de choses qui sont mal dites ou qui ne sont pas expliquées, ce qui laisse un champ libre à l'interprétation. Et sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'emparer du moindre détail pour l'analyser d'une façon qui ne va pas être la correcte et tout simplement soit déverser de la haine, soit parler sur le coup eux aussi de l'émotion. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris la peine d'analyser, qui comprennent vraiment la situation. D'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires aussi très, très touchants, merci pour ça. Le but de cette vidéo, ça va être vraiment d'être factuel. Je vais essayer de faire tout de façon chronologique pour vous expliquer, vous donner... Voilà, bon, je vais pas laisser parce qu'effectivement, elle est très longue, elle fait presque 20 minutes. Pour vous résumer un petit peu ses arguments, donc il dit que voilà, c'est normal au Japon de travailler un jour férié, qu'il avait mis en place des horaires, un planning aménagé pour Fanny, notamment parce que je crois que elle habite pas à côté des bureaux et que notamment quand il y a peut-être des fois des alertes de temps, de météo, genre de choses, ou que quand il y a un problème de santé pour sa fille, bah, elle ne peut pas venir au bureau, quoi. Et donc ça a créé des soucis et il dit que elle était pas satisfaite, enfin il n'était pas satisfait de son travail à elle. Aussi il dit ça elle ne l'évoque pas dans sa vidéo, etc. Enfin bref, voilà. Il reproche un petit peu aussi à Mitsugi d'avoir pris la parole de manière un peu véhémente selon lui sur ses réseaux. Et en gros, il a dit qu'il a coupé les ponts. Il essaye de nuancer le côté temps plein et 6 ans en disant que bah, elle a eu son congé maternité, ce qui est normal. Le fait qu'il y a eu les horaires et le planning aménagé, comme je vous disais, qu'il y a eu voilà, des changements et que c'était pas, comme il le dit, selon lui, un temps plein permanent pendant 6 années, et voilà, et que lui il essaye de montrer un bon côté de l'entrepreneuriat. Enfin en tout cas voilà, il estime tout ça assez injuste et violent. Il rappelle qu'il a perdu 1000 abonnés et que en gros voilà, pour lui c'est assez injuste, quoi. C'est assez injuste. Et donc en fait, donc on se retrouve dans cette situation là où bah c'est la parole d'une personne contre la parole d'une autre, et que en même temps bah il y a des choses factuellement qui peuvent être questionnées aussi, hein, sur les congés payés, sur bah le fait qu'elle soit une mère et de comment bah on intègre une personne qui doit s'occuper de son enfant, qui a pas forcément beaucoup de famille autour pour le faire. Et alors quand il dit, je sais pas, quand tu dis il a menti dans la première vidéo, en fait lui il estime qu'il a pas menti dans le sens où il avait proposé ce temps partiel de 2 jours et que c'est elle qui l'a refusé et qu'il l'a découvert dans la vidéo que je vous ai pas montrée, mais où elle dit qu'en gros elle quitte l'entreprise, et donc pour lui c'est pas lui qui a décidé qu'elle parte. Il voulait la garder, mais avec un temps de travail beaucoup plus réduit, donc c'est pour ça qu'il estime ça. Et elle, au contraire, bah, en fait, sa réaction à elle, bah, c'est que elle estime que c'était pas son choix, parce que son choix, c'était de rester avec le contrat actuel, un renouvellement jusqu'à son départ, peut-être quelques mois plus tard, le temps de monter sa propre entreprise, etc. Donc il y a aussi ces aspects-là à prendre en compte. Et c'est vrai que ça évoque derrière pas mal de choses très, très complexes. Ça parle beaucoup
du travail au Japon. On voit hein, le fait d'avoir un visa pour rester travailler, l'impact que ça peut avoir sur sa famille parce que bah elle a sa vie là-bas avec son compagnon, avec son enfant, son envie de rester au Japon parce que on sent que c'est un vrai rêve pour elle. Faut savoir que tu dis dans l'équipe de d'ici Japon, il y en a qu'un seul employé avec des enfants, les 5 autres sont jeunes. Tev, il a lui-même des enfants et sa compagne qui travaille avec lui, bah ils ont des enfants. Je sais bien que la position de patron est pas la même que celle d'employé entre guillemets plus classique d'un point de vue hiérarchique. Mais voilà aussi, donc ça pose beaucoup de questions effectivement sur comment tu gères une entreprise, comment tu gères une entreprise au Japon dans le contexte de travail. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que il y a beaucoup de questions qui se posent parce que bah c'est un public qui est français, donc il y a une réaction française légitime par rapport à ce genre d'histoire. Et en face, il y a la réalité du travail au Japon qui est assez terrible sur plein d'aspects, on le voit là. Donc en fait, aussi, voilà, Tev en tant que patron qui est français, certes implanté au Japon avec le salariat japonais, le rapport au travail japonais, comment il se positionne par rapport à ça aussi? Lui qui est entrepreneur et tout, c'est un sujet qui est super intéressant, je trouve, sur comment tu te positionnes, quelle valeur tu essayes d'inculquer aussi, surtout quand toi-même tu fais du storytelling autour de ta propre entreprise. Et puis ça questionne vachement aussi la présence, la pérennité des influenceurs français au Japon, quoi, parce que c'est quand même assez essentiel de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe vraiment là-bas, des business qui sont mis en place, de l'imaginaire sur lequel ils surfent aussi pour faire de l'argent. Je trouve qu'en fait, comme ils sont au Japon, c'est vrai qu'on questionne peut-être pas assez de la France un petit peu tout ce qui nous est proposé en termes de contenu, quoi. Ça questionne pas mal et je pense que ça va être intéressant de voir derrière comment peut-être ils réadoptent soit leur façon de travailler, comment ils communiquent là-dessus, ce genre de choses. Je pense que voilà, on peut pas s'appuyer uniquement sur au Japon c'est comme ça parce que c'est pas juste ça, c'est des Français qui sont partis au Japon pour investir, pour puiser dans une culture, dans une économie pour faire de l'argent, aussi passionné soit-il hein, par ce pays. Et justement, je pense que la passion pour un pays, des fois, fait oublier un petit peu les questionnements légitimes qu'il peut y avoir sur le rapport au travail, le code du travail, tout ce genre de choses. Donc, ouais, ça laisse vraiment beaucoup de questions en suspens, je trouve, quoi. Je vais passer au sujet suivant. On m'avait demandé dans le chat, j'en avais pas encore parlé, mais voilà, l'affaire Poupette Kenza, je pense que c'est un autre sujet vraiment important, assez lunaire par bien des aspects. Je sais plus si j'en avais parlé en live, mais je vais en parler maintenant parce que ça mérite un petit résumé, parce qu'il y a eu un nouveau rebondissement, on va dire, récemment. Donc Poupette Kenza qui est actuellement mise en examen, qui est détenue en attente de voir comment l'affaire évolue. Poupette Kenza, hein, je pense que j'ai pas trop besoin de rappeler, mais c'est une énorme influenceuse française, très portée sur le lifestyle et la mise en scène de sa vie de famille. Avec ses 2 enfants, le 3e qui est bientôt en route, elle va bientôt accoucher de son 3e enfant, potentiellement en étant détenue. Donc il y a tout un enjeu aussi derrière en fond là-dessus. C'est assez lunaire en fait tout ce qui se passe, et le déclenchement, c'est Poupette Kenza, au-delà du fait que c'est une influenceuse très visible, elle vivait à Dubaï. Elle a été interpellée, mais ça je vais revenir après, au moment de revenir en France. Mais c'est quelqu'un aussi qui fait énormément polémique, notamment sur la façon de gérer sa vie de famille, ses enfants, etc. Il y avait beaucoup d'alertes de personnes qui voulaient même porter plainte pour violence, maltraitance, ce genre de choses. Elle avait dans le collimateur beaucoup de monde, notamment depuis qu'elle avait tenu des propos antisémites en disant qu'elle refusait de travailler avec des personnes juives en lien avec tout ce qui se passe à Gaza et tout ça. Il y a eu un gros scandale aussi là-dessus. Elle avait été interdite de certains réseaux, puis elle revenait. Enfin bref, c'est un bordel sans nom, hein. Poupette Kenza, c'est devenu
une sorte de feuilleton tragique, une espèce de télé-réalité dramatique que certaines personnes apprécient regarder. Voilà, ils ont l'impression de voir un crash de voiture un peu au ralenti, hein, mine de rien. C'est assez terrible parce que effectivement, il y en a des gens qui regardent vraiment ça comme un feuilleton alors que c'est de la vie réelle et qu'il y a un enjeu pour notamment ses enfants, etc. Donc ça, c'était un peu le contexte. Je mentionne aussi son mari Alan, qui est un personnage évidemment très important, très mis en scène aussi, influenceur également. Mais je vais revenir après, mais je le signale parce que justement, il devient important. Et en fait, pour comprendre ce qui se passe là aujourd'hui, il faut remonter au 4 juillet, quand on a appris, en gros, pour vous essayer de résumer ça le mieux possible, c'est que Kenza, après avoir beaucoup évité la police en restant à Dubaï, elle est rentrée en France, elle s'est fait interpeller, elle a été placée en détention provisoire et mise en examen pour, je cite, tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Donc c'est une histoire assez lunaire où en gros elle aurait tenté, donc il y avait une enquête du Parisien qui révélait ça, puis ça a été repris pas mal derrière. En gros, elle aurait tenté d'extorquer plus de 350 000 euros à son ancienne collaboratrice, c'était son agent, je crois, Caroline, et son compagnon, avec l'aide d'un homme de main pour la menacer. Et cet homme de main, c'est quelqu'un qui était réputé un peu dans le milieu pour régler les conflits entre célébrités, etc., quoi. Et donc le fameux homme de main, il aurait même affirmé avoir tabassé le compagnon de Poupette. En fait, il a inventé tout un scénario qui mêle des histoires de cartels mexicains où, en gros, il a essayé de faire croire à Caroline et son mari que Kenza lui devait de l'argent à lui, et donc il est allé la réclamer à Caroline. Donc ça a eu tout un micmac, etc. Et donc il est allé les menacer. Il a fait essayer de faire croire qu'il avait même tabassé le compagnon de Kenza, etc. Enfin bref, c'est complètement fou. Le fameux couple, donc Caroline et son compagnon, je crois que c'est Walid, son prénom, avait été espionné, suivi, etc. Enfin bref, ils ont été vraiment au cœur d'un complot, mais qui aujourd'hui est appelé un piètre complot, hein, globalement. Et donc, Poupette Kenza a été interpellée, mise en examen après ça. Et donc, il y a vraiment eu beaucoup de détails délirants qui ont été partagés dans la presse. Poupette Kenza, de son côté, elle a contesté la tentative d'extorsion. Elle a dit que voilà, elle avait potentiellement sollicité, elle a dit qu'elle a eu contact avec le fameux homme de main, parce qu'en plus il y a des messages qui ont été retrouvés qui confirment ça, mais elle nie avoir demandé qu'il les menace ou qu'il les violente ou quoi que ce soit. Donc elle dit que si elle avait su, elle se serait jamais engagée là-dedans. Et aussi, visiblement, elle aurait, au fur et à mesure du temps, parce que là on était en juillet, là on est en septembre, elle aurait impliqué son mari en disant un peu, voilà, c'était un peu sa responsabilité à lui. Et donc là, les faits disponibles aujourd'hui, c'est les messages, la plainte déposée par l'ancien agent qui a vécu cette altercation avec le fameux homme de bras. Donc il y a eu les messages qui ont confirmé pas mal de choses. Il y a eu le passif un petit peu aussi de Kenza avec cet agent. Et puis je pense pas mal d'interrogatoires qui ont été menés par les enquêteurs, quoi. Donc Kenza est incarcéré depuis plusieurs mois maintenant. Voilà. Il y a vraiment anguille sous roche, hein, si on peut dire. Et donc là, on a appris, il y a quelques jours, que le contenu des messages, c'est plus des messages un petit peu d'échange, d'organisation, etc. entre l'homme de main et Kenza, visiblement. Faudrait, si tu veux aller voir, il y avait le détail dans l'article du Parisien, il est en accès payant, mais tu as pas mal de presse qui a repris les infos derrière. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un truc assez fou, et c'est une des rares fois où je vois des gens sur les réseaux sociaux se partager les cap écrans des articles payants en mode genre il faut regarder, voici l'article en entier, etc. C'est dire la fascination générale qu'il y a sur les réseaux pour cette affaire,
que les gens vraiment consomment comme un feuilleton, comme une série Netflix. Hein, voilà. Et ce qui est terrible, parce qu'on parle encore une fois, effectivement, de la vie d'enfant qui est en jeu derrière, et d'un enfant qui n'est pas encore né, et qui pourrait naître dans un contexte familial dramatique. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Alan, le compagnon de Kenza, a été interpellé. Il y a eu pas mal de temps de négociation parce qu'il n'était pas en France. Il a finalement accepté de venir en France pour s'expliquer avec la police. Visiblement, à la demande aussi de Kenza qui aimerait sortir de sa détention. Donc il est revenu en France, il a été interpellé et lui aussi a été mis en examen pour les mêmes faits reprochés à Kenza. Et donc là, on en est à peu près là. Il y a eu un nouvel article du Parisien sur le sujet. Vous pouvez aller voir sur le Parisien plutôt de préférence, mais beaucoup d'extraits tournent sur les réseaux sociaux. Où là, encore une fois, on apprend que Kenza, pendant un temps, notamment à Marseille, elle se faisait passer pour une autre personne. Elle avait pris un faux nom, etc. Pour pas se faire reconnaître et pour pas se faire pister. Enfin, c'est vraiment, le Parisien le dit, hein, c'est les investigations dévoilent un piètre complot. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez lunaire. On dirait effectivement un scénario de film, c'est une histoire rocambolesque, tout simplement. Sauf que derrière, les enjeux pour les proches, pour les enfants, sont bien réels. Et c'est ça qui est vraiment tragique, je trouve, parce qu'on assiste à un feuilleton Netflix qui n'est pas un feuilleton, mais qui est bien la réalité, quoi. Voilà. Donc, je voulais juste faire ce petit update là-dessus parce que je pense que c'est complètement fou ce qui se passe. Hein. Très honnêtement, c'est complètement fou. Je suis assez estomaqué à chaque nouvelle information qui sort. C'est juste lunaire. Voilà, c'est juste lunaire et voilà. Donc évidemment, on pense beaucoup aux enfants et on espère qu'ils vont bien, qu'ils ont de la famille pour s'occuper d'eux, etc. Quoi, parce que ça peut être assez dramatique. Mais je fais le parallèle aussi avec Neo et Swan. Bon, Neo et Swan, eux, Neo maintenant, il a 18 ans, il est millionnaire, il a pu récupérer l'argent, mais la condamnation de leurs parents, ça a aussi un impact, notamment sur Swan, qui est encore mineur, etc. Et Neo disait dans une interview chez Jérôme Star à l'époque qu'il avait peur que son frère soit placé, donc il fait tout pour qu'ils restent ensemble. Donc encore une fois, c'est des vies très très concrètes qui sont en jeu, quoi. Donc voilà. Encore une fois, on va suivre ça, et puis s'il y a d'autres updates, je vous les partagerai. Voilà. Dernier sujet, et là un sujet que je connais bien maintenant, parce que j'ai écrit de multiples fois dessus. On va parler d'alcool et d'influenceurs, parce que c'est un sujet qui est assez central, je trouve, et on en parle parce que déjà c'est un sujet qui revient assez régulièrement, mais c'est aussi parce que l'association Addiction France fait un travail de fond et un travail médiatique pour que le sujet reste dans les discussions, notamment depuis le vote de la loi sur les influenceurs et ce qui s'est passé en coulisses, mais je vais y revenir après. Donc le sujet a été relancé parce que Addiction France, en partenariat avec Avenir Santé, a mené un travail de fond ces dernières années pour analyser les réseaux sociaux et la présence de l'alcool et sa mise en avant marketing sur les réseaux sociaux et notamment auprès des influenceurs. C'est pas nouveau pour eux, hein. Addiction France, ils avaient réussi à faire condamner Meta à supprimer des contenus sur les réseaux, même si ça avait pris beaucoup de temps. Ils avaient aussi réussi à faire condamner des marques d'alcool et des gros créateurs de contenu, voire des stars. Il y avait Lady Gaga, SCH et Anna RVR, pour celles et ceux qui se rappellent, on en avait parlé, je crois, pour des mises en avant de l'alcool sur leur propre plateforme. Anna RVR, c'était notamment parce qu'elle avait fait un partenariat pour un rosé avec un alcoolier spécialisé là-dedans. Elle avait fait toute une campagne là-dessus. Et elle a été condamnée à sursis à plusieurs milliers d'euros d'amende. Et ça avait fait quand même un peu parler. Et donc là, ils reviennent avec un petit peu, j'ai l'impression, la synthèse de tout ce travail qu'ils mènent depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, dans ce rapport, qui a été beaucoup partagé dans les médias ces derniers jours, vous l'avez peut-être vu, ils ont analysé entre juin 2021 et janvier 2024, la période est importante, 11 300 contenus
sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est beaucoup de contenu. C'est principalement donc sur TikTok et Instagram, qui sont des plateformes difficiles à suivre, notamment Instagram avec les stories qui disparaissent. Donc ça, faut pas l'oublier. Il y a donc effectivement 4894 posts en dur, donc des posts en dur qui restent, et 5209 stories qui ont été analysés. Les contenus sponsorisés représentaient 9% des posts. Les contenus postés ou dirigés par des marques, c'était 45%, et les posts faits par des influenceurs même, c'était 45%. Parce qu'en fait, il y a pas seulement les influenceurs qui font la promo, il y a les marques elles-mêmes avec leur propre contenu qui poussent de la publicité pour l'alcool. Voilà, il y a 483 influenceurs qui ont été intégrés à l'observatoire, donc de façon progressive, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils repéraient un contenu, ils l'ajoutaient dans leur base de données et ils continuaient le suivi derrière. Et il y a aussi d'autres chiffres qui sont très intéressants. Sur 276 influenceurs contactés, il y en a 87 qui ont retiré les contenus litigieux, qui ont effacé les posts Instagram qui posaient souci. Parce qu'il faut rappeler, en gros, pour le contexte, que là, on est dans le cadre de la loi E20 qui date de 91, qui n'avait pas prévu Internet et qui interdit la publicité telle qu'on pouvait le voir peut-être jusque-là au cinéma, à la télé, ce genre de choses. C'est une loi de santé, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la loi a été un peu amendée, on va dire, en 2009, et ça a autorisé la publicité sur Internet. Sauf que la loi E20 existe quand même, elle est là, elle interdit notamment de mettre l'alcool en avant de façon festive, et c'est des choses que les influenceurs font. On va voir, il y a des exemples, après il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans le rapport, je vous mettrai le lien dans la description, et je vous le mets dans le chat si vous voulez creuser, le rapport est très intéressant, il y a plein de posts, et donc ils expliquent voilà, qu'il y en a 87 qui ont accepté de retirer les contenus litigieux, il y en a 134 qui continuent de publier régulièrement des contenus alcool, malgré la prise de contact et la tentative de pédagogie qu'il y a eu. Et il y en a 60 parmi ceux qui ont été contactés et donc qui ont eu des contenus qui mettaient en avant l'alcool, qui ont le certificat de l'influence responsable, donc de l'autorité de régulation de la publicité professionnelle, qui est un certificat qui est mis en avant beaucoup par les influenceurs, par les agences, pour dire, regardez, il a passé le certificat, donc d'un point de vue légalité, sponsoring, pub, transparence, il va être réglo. Et donc ça c'est très intéressant de se dire que voilà, il faut la formation, le certificat ne garantit pas des contenus qui sont forcément en phase, adaptés à la loi, quoi. Et merci Pépirate, j'irai essayer de retrouver ça, ça a l'air intéressant effectivement. Donc ça c'est des chiffres qui sont très intéressants, il y en a d'autres un peu plus loin dans l'étude, hein, mais que là je vous ai montré juste avant, mais il parle des thématiques associées à l'alcool, et donc en fait par exemple il y a des thématiques artistiques, des thématiques de vacances, de loisirs, de convivialité, festifs, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont interdites. Voilà, encore une fois, on peut pas mettre en avant l'alcool dans un cadre festif parce que ça donne envie, parce que ça valorise la consommation. Et donc ça c'est assez problématique. Il y a aussi des stats sur les marques qui sont les plus fréquemment citées. Il y a Ricard, Heineken, Aperol qui est une marque qui ces dernières années a vraiment explosé. Petite parenthèse, ils ont aussi mentionné Le Monde, le journal Le Monde, qui en 2024 a été condamné pour 2024 pardon, a été condamné pour une publicité alcool diffusée de façon systématique sur son site et son application avant les vidéos proposées par la rédaction. Donc ça c'est, voilà, encore une fois, à chaque fois toujours, hein, j'insiste toujours là-dessus, mais les choses dont je parle à propos des créateurs de contenu, on pourrait les reprocher à bien d'autres personnes. Donc ça c'est un truc assez essentiel à garder en tête. Il y avait ces contenus aussi, ils parlent notamment de Léna Situation. Léna Situation, ils disent l'influenceuse Léna Situation fait régulièrement la promotion de marques d'alcool auprès de ses 4,6 millions d'abonnés. Les exemples ci-dessous, relevés entre 2022 et fin 2023, montrent que l'influenceuse n'a pas modifié ses pratiques depuis la loi influenceur de 2023, qui rappelle que la loi E20 doit être respectée sur les réseaux sociaux. Donc ça, voilà, et Léna Situation, c'est vrai que je suis retourné voir sur son compte, et
il y a des posts, même si c'est pas sponsorisé par les marques d'alcool, qui mettent en avant, on la voit, c'était en septembre 2023, on la voit brandir une DSP, etc., dans un cadre idyllique et tout. Donc ça a un impact. Et encore une fois, dans le rapport, elle, je la cite elle parce que c'est une des plus connues, mais il y en a plein d'autres qui font la promotion de l'alcool sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un vrai enjeu de santé publique parce qu'ils citent aussi l'impact qui est très établi entre le marketing de l'alcool et la consommation des jeunes utilisateurs. Ils s'appuient sur une étude de l'école des hautes études en santé publique et qui disent voilà, que 79% des 15-21 ans, ils voient des publicités pour l'alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et parmi eux, il y en a 25 qui voient ça tous les jours. Et pire encore, donc là je cite un article de BFM, disent que 25% des jeunes ayant vu ce genre de contenu ont eu envie de boire ou de faire la fête. Dans le rapport que je vous ai partagé, il y a certains jeunes qui parlent, qui témoignent, et effectivement, c'est quelque chose qui leur donne envie, qui a un impact sur pas mal de jeunes. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, je trouve. Et donc derrière ça, en fait, le propos et ce que demande Addiction France, avec ces conclusions-là, c'est qu'il faut interdire, comme à la télévision, la publicité en faveur de l'alcool, la promotion sur les réseaux sociaux, ça doit être interdit pour eux. Et il rappelle notamment que au moment de la loi sur l'influence commerciale, il y a eu du lobbying, mais comme plein d'autres types de lobbying qui ont pris place pendant les discussions à l'Assemblée sur cette loi sur l'influence commerciale, les alcooliers ont fait pression aussi, alors qu'au départ, il y avait une volonté, des réflexions pour interdire aux influenceurs de faire la promotion de l'alcool. Aujourd'hui, on est encore dans cette situation où à la fois il y a quand même une loi E20 qui est assez claire, et en même temps, des textes qui ne sont pas encore adaptés à ce qu'est Internet aujourd'hui, parce que c'est des plateformes qui sont relativement neuves au regard des institutions, relativement changeantes aussi, et donc ça c'est un vrai sujet, je pense, pour les mois qui viennent, et on le voit, et le hasard du calendrier, on va dire, a fait que McFly et Carlito ont sorti une vidéo il y a quelques jours à peine disant qu'ils arrêtaient de faire des vidéos dégustation d'alcool. Parce qu'ils en avaient fait pas mal, ils en avaient fait 2 avec Natou, ils en avaient fait 2 avec Elian, c'est des vidéos qui marchaient très bien, ils dégustaient, c'était on peut dégustation de champagne avec Natou, dégustation de vin avec elle aussi, et 2 fois des dégustations de bière avec Elian. Et cette vidéo elle est assez intéressante aussi, alors attendez, faut que j'essaie de vous retrouver. Rappel à la loi. Ah, moi j'avais un peu plus. Rappel à la loi. Rappel à la loi. On s'est pris un rappel à la loi. Bah oui, on s'est mangé une petite presse et elle est justifiée. On vous annonce officiellement les vidéos dégustation d'alcool avec l'entrée de blanche et un petit café. Merci beaucoup, machallah. C'est terminé. C'est terminé. Je fais une parenthèse parce que si la marque n'est pas indiquée sans étiquette, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Oui, parce qu'en fait, c'est pas seulement la mise en avant de marques d'alcool, c'est la mise en avant de la consommation d'alcool, et notamment dans un cadre récréatif. Ce qui était totalement le cas des vidéos dégustation d'alcool avec McFly et Carlito, parce que c'est drôle, parce que on rigole avec eux, etc. Et donc, mais ils vont l'expliquer aussi, parce qu'au début ils étaient pas trop, ils étaient un peu perplexes, mais ils ont fini par comprendre aussi. Et leur discours il est vraiment intéressant là-dessus. C'est conclu. Ça n'arrivera plus jamais. jamais. On rigole parce qu'on est heureux de vous retrouver, de se retrouver. C'est vrai. Mais on s'est pris une petite pression. Cette pression s'appelle la loi française. Votée par des gens qui votent. Cette loi, elle s'appelle la loi E20. Et elle nous a dit, mais vous buvez de l'alcool dans des vidéos. C'est pas vraiment autorisé. Et nous, on disait si, parce que quand même, on est cool, et on dit c'est pas bien. On avait fait quand même des jolies annonces, des jolis disclaimers ouais, qui étaient quand même plutôt marrants. Mais bon. La loi, par le biais de l'association Addiction France, nous a dit ça suffit pas, parce que le sens qui est véhiculé dans ces vidéos, c'est, avec Elian ou Natou ou autre, c'est que vous rigolez trop en buvant des coups. Donc, premier réflexe, un peu égo, un peu genre. Oh, la loi. On fait ce qu'on veut. Et la loi.
Et après, on a réfléchi. On s'est mangé une petite pression, et après on s'est dit attends, mais en même temps, est-ce qu'on comprend pas un peu les gens qui se battent pour ça? Et la vérité, c'est qu'on s'est dit bah si. Ma daronne, la première, elle va être trop contente. Regardez ma mère à l'annonce de cette annonce. Eh bien, tant mieux, mes cœurs. C'est une bonne décision. L'alcool, vous savez, c'est un fléau par lequel je suis passée. Et heureusement, j'ai pu arrêter à l'âge de 48 ans. Mais surtout, n'attendez pas aussi longtemps pour prendre soin de vous si vous êtes concerné par cette cochonnerie. Je vous embrasse. À bientôt. C'est que c'est quand même très justifié, surtout pour les plus jeunes qui nous regardent. Le message peut pas être picoler entre potes. C'est trop marrant. En vrai, nous, on aimait bien en apprendre aussi sur la fabrication de l'alcool, l'histoire de l'alcool. Ça, c'est des choses qui sont possibles si tu es factuel vis-à-vis de l'alcool. Notamment dans le vin, il y a une nuance où tu peux normalement parler de l'alcool si tu en parles juste de manière factuelle. Ça, c'est un truc que le lobby du vin, tout ça notamment, ils ont réussi à établir. Mais là, on n'était pas uniquement là-dedans. Pourquoi? Comment le déguster? Eux, d'ailleurs, ils aiment bien l'association quand on déguste, ça leur va. Par contre, quand on est là, Elian, Nat, t'es ma meilleure amie, c'est le meilleur moment de ma vie, grâce à l'alcool. Ça, ils aiment pas. Ouais. Et on les comprend. Et en plus de ça, je vais te dire, ça m'a fait mal quelquefois. Des lendemains, et puis à nos âges, en vrai, ça dure sur 2-3 jours où j'étais là genre... Une vidéo comme ça, plus un week-end entre potes où tu bois un peu, je me dis non, là pour le corps humain, c'est trop. C'est vrai que t'étais mal, oui. Ah non, j'ai eu des lendemains durs. Par ailleurs, en cette saison 2024-2025, moi j'ai décidé de prendre soin de moi. Ça s'est vu, tout à fait. Bon, bref, voilà, je vais pas laisser un petit peu la suite parce que voilà, ça c'est intéressant à suivre. Effectivement, dans le propos, il y a certaines choses qu'on peut nuancer. Surtout qu'en plus derrière ils mettent des extraits d'une vidéo donc qui ne sortira pas où ils avaient fait une dégustation avec Elian et Joyka. Donc il y a un peu quand même ce truc, ok on arrête mais on vous met quand même un petit peu de contenu, regardez comme ça aurait pu être marrant. Et moi je me suis pris un tweet comme ça de quelqu'un parce que je partageais la vidéo en disant bah voilà ce qu'ils viennent d'annoncer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais on s'en fiche si les gens ils savent pas se contrôler, je sais pas quoi, c'est pas eux qui vont avoir un impact, ce genre de choses. Enfin bref, donc une réponse complètement délirante. Et en plus la vidéo avec Elian et Joyka avait l'air super drôle. Bref, donc là c'est un peu le truc où j'apporterai un peu de nuance, surtout que en fait si je me trompe pas les vidéos dégustation sont encore en ligne. Voilà, on voit vidéo dégustation et je crois qu'avec Natou aussi, si je vérifie rapidement, elles sont toujours là. Donc en fait, c'est-à-dire que là où d'autres gens ont vraiment supprimé les contenus qui mettaient en avant la consommation d'alcool de manière festive, là eux l'ont pas fait. Alors est-ce qu'ils vont le faire plus tard? Je sais pas parce que ça a annoncé juste il y a quelques jours ou ce genre de choses. Voilà, ça aussi c'est à voir peut-être à l'avenir. Parce que, mine de rien, ces vidéos sont toujours là. Elles vont continuer à avoir des visionnages. Et effectivement, comme le dit Kulder, bah, peut-être que ça va donner envie à des gens dans une vibe un peu nostalgique, je sais pas. Ça va peut-être leur donner envie d'aller voir ces vidéos-là, quoi. Et ça me fait penser aussi au fameux Coco Bongo que je vous avais parlé, qui est une chaîne où vraiment la ligne éditoriale, c'était buvez de l'alcool, vraiment c'était on s'amuse, on se met sur la gueule, on vomit devant la caméra. Enfin, j'ai des souvenirs presque traumatisés de certaines images qu'ils partageaient dans leurs vidéos. Et ils ont amassé beaucoup d'abonnés, plus de 400 000 abonnés comme ça. Et sauf qu'en fait, il y a 2-3 mois, ils ont eu la même alerte. Et ils ont décidé de supprimer leur vidéo. Pareil en disant voilà on peut pas faire, il y a la loi, etc. C'est le même discours dans une dimension un peu plus nostalgique, etc. Et ils disaient on continuera à s'amuser. Et en fait il y a quelques jours je suis retourné sur leur chaîne parce que ça m'intéressait de voir comment ils avaient fait évoluer leur chaîne. Et il y avait un certain nombre de chaînes, donc j'ai vu ça. C'est via Web Archive. Il y avait encore cet été, ils avaient publié des vidéos, etc. Depuis cette fameuse vidéo d'annonce où ils avaient supprimé tous les autres contenus, ils en avaient republié. Donc voilà, le Coco Bongo au cinéma, on n'a pas fini de se marrer, vive le rugby, le cassoulet et vive Toulouse. Donc c'était des vidéos qui existaient, il y en avait encore quelques autres. Et en fait, je les avais vues en ligne. Et là, je suis retourné tout à l'heure pour faire une cap écran de la chaîne en disant regardez, ils ont repris un autre rythme avec des contenus un peu différents. Et en fait,
les vidéos ont de nouveau disparu. Et donc je sais pas trop ce qui s'est passé, parce que j'ai pas vu tous les contenus, parce qu'il y avait des contenus qui posaient problème d'un point de vue de la loi, etc. Je suis assez interrogatif. Donc voilà, en tout cas, Coco Bongo. Après, il faut savoir que Coco Bongo, là on parle de YouTube, mais je vous invite à aller faire un tour sur les comptes Instagram des 2 personnes qui ont créé la chaîne. Même si les contenus sont pas tout récents, il y a encore beaucoup de contenus qui mettent en avant l'alcool aussi. Donc il y a un truc un petit peu aussi des fois d'uniformisation, c'est-à-dire que ok, si on a une démarche pour avoir un message plus responsable vis-à-vis de la consommation sur YouTube, est-ce qu'il faut pas aussi l'avoir sur tous ces réseaux, quoi, parce que dans ce cas-là, c'est pas improductif ou contre-productif même de pas faire de faire un distinguo, quoi. Voilà. Et évidemment, je fais une petite intro-promo, mais le 10 mai dernier, j'avais fait un papier sur Patreon qui parlait justement des chaînes YouTube qui mettent en avant l'alcool. J'avais parlé beaucoup de Coco Bongo, évidemment, mais j'avais aussi parlé de McFly et Carlito. Et ça, c'est un contenu qui aujourd'hui devrait être updaté, mais ça m'avait pas mal interpellé les chaînes de McFly et Carlito. Et il y avait Addiction France qui m'avait répondu, qui m'avait dit, à l'époque, à propos de McFly et Carlito, sans jouer les perles à la morale, les influenceurs devraient prendre conscience que l'alcool est un produit dangereux et qu'en faire des contenus rigolos pose une question morale et légale. On ne sait pas ce qu'on va faire avec les contenus de McFly et Carlito, et encore une fois, on ne veut pas faire la morale, mais la mise en scène de la consommation d'alcool dans les vidéos très suivies, c'est un enjeu pour nous. Donc visiblement, Addiction France, ils ont fini par contacter McFly et Carlito, quoi. Voilà. Et il y a eu cette update là, tout simplement. Voilà. Si vous voulez lire le papier en entier, il est sur Patreon, accessible pour les abonnés. Voilà, j'ai fait ma promo au passage. Je vais finir ce live maintenant, parce qu'en plus, il faut que j'aille promener le chien après, parce que je sens qu'il va me faire la misère. Alors que je l'ai promené juste avant le live, hein. Je tiens à le préciser. Je l'ai promené 2 fois aujourd'hui, notamment avant le live, en mode genre, comme ça, je vais être tranquille et tout, et je le promènerai après. Mais voilà. Je finis sur des recommandations. Il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler, que j'ai adoré voir, lire, tout dernièrement. Il y a un livre de Thibaut Ress. Thibaut Ress, c'est quelqu'un qui bosse pas mal avec Society, qui a été co-auteur de l'enquête sur Dupont de Ligonnès, la fameuse enquête. Il a sorti un livre qui s'appelle Le Con de minuit. Alors, je sais pas s'il y a encore beaucoup dispo en librairie, parce que je crois que c'est un peu en rupture. Mais en gros, c'est l'histoire de Gérard de Suresnes. Alors moi, c'était pas du tout ma jeunesse à moi, même si j'aurais pu être un public cible. Mais à la fin des années 90, sur Fun Radio, dans l'émission Star System de Max, je sais pas si ça rappelle des souvenirs à certains, il prenait des auditeurs, il les faisait passer à l'antenne, il rigolait avec eux, il se foutait de leur gueule, etc. Et il y en a un qui a commencé à beaucoup les marquer, c'était Gérard, un ancien camionneur originaire de Suresnes, et qui est devenu, au fur et à mesure, un peu la victime d'un dîner de cons malgré lui, parce que les gens se moquaient beaucoup de soit son manque de culture sur certains aspects, ou ce genre de choses, enfin ce qu'ils estimaient être un manque de culture ou quoi, ou des fois de certaines phrases, de son agacement, de fait qu'il s'énervait des fois très vite et tout. Ils l'ont fait venir en plateau, hein, c'est devenu un personnage récurrent de l'émission. Et en fait, ce bouquin, il essaye de raconter cette période très particulière des médias français, des médias radio. Ils essayent, le journaliste essaye de comprendre ce qui s'est passé pour lui, de comprendre son histoire, parce que c'est quelqu'un qui a une histoire qui est extrêmement difficile, qui a connu un environnement familial, professionnel très 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 compliqué, et puis ouais, qui se replonge un petit peu dans cette période très particulière où on faisait un peu n'importe quoi globalement. Oh merci supplément œuf, merci beaucoup, c'est gentil. Et pour moi ce bouquin, il m'a fait beaucoup penser à ce qu'on constate aussi beaucoup sur internet depuis, c'est-à-dire que à l'époque, voilà, c'est cette personne victime d'un dîner de cons, ça devenait un personnage sur pas mal de temps, etc. et tout, ça devenait quelqu'un intégré dans les émissions. Aujourd'hui, sur TikTok, il y a plein de gens sur
les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont victimes d'un dîner de cons permanent, où on se fout de leur gueule. Sur TikTok, il suffit d'aller voir hein, le nombre de personnes, soit parce que les gens se moquent de leur physique, se moquent de leur accent, se moquent de leurs propos, plein de choses, sont un petit peu prisonnières de ça, parce que c'est aussi ça qui leur donne de la visibilité. Donc, bref, j'y ai vu vraiment dans ce bouquin, ça a beaucoup résonné, je trouve, avec ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un documentaire qui est sorti vendredi. Merci Farfalle Sauvage, merci beaucoup. Il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Will et Harper. C'est un documentaire où, en gros, Will Ferrell, donc acteur acteur comédien de légende pour moi aux États-Unis, qui a joué dans Anchorman, c'est un ancien du Saturday Night Live, etc. Je pense que vous voyez tous un peu au moins son visage. C'est une légende de la comédie américaine à mes yeux, qui apprend un jour qu'une ancienne collègue autrice du SNL a fait sa transition et que voilà, c'est une femme trans. Et pour lui, évidemment, il y a une forme de choc sur le coup, parce qu'il s'y attendait pas. Et en fait, il lui propose d'aller faire un road trip à travers les États-Unis, chose que Harper, donc son ami, faisait avant sa transition, mais qui a un peu peur de le faire désormais, notamment parce que Harper, elle aime bien aller dans des bars, un peu crade, on va dire, etc. Elle a peur du regard des gens. Et donc, en fait, Will l'accompagne et c'est filmé comme un documentaire. C'est très touchant. Voilà, ça creuse pas l'entièreté du sujet, parce que c'est son prisme à elle, et le prisme aussi de Will Ferrell porté sur son ami. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être regardé, parce qu'il y a des passages qui sont sincèrement bouleversants, des passages qui sont surprenants aussi. Et voilà, je vous encourage à le regarder, à le faire regarder à vos proches qui sont peut-être pas assez renseignés sur ces sujets-là. Et voilà. Donc il y avait ça. Et dernier truc, c'est le format The Interview du New York Times, qui est un podcast des conversations avec des célébrités, en gros. Et donc Will et Harper sont passés dans le podcast. C'est aussi pour ça que j'en parle. Mais le documentaire s'appelle Will and Harper. Voilà, c'est sur Netflix. Vous pouvez aller voir ça sur Netflix. Et donc The Interview, c'est des conversations avec des célébrités, des auteurs, des autrices. Il y a Sally... Oui, c'est Sally Rooney. Sally Rooney, qui est donc l'autrice de Normal People, qui sort son nouveau livre, qui est passé dedans, là. Il y a le gars d'HBO, là, mince, j'ai oublié son nom, je l'adore, qui présente Late Night with... Mince, je l'ai oublié, bref. Voilà, il vient de sortir une interview chez eux. Donc c'est vraiment super intéressant, parce que ça permet de creuser pas mal de sujets. Les intervieweurs sont bons, je trouve. Ils sont assez pertinents. Il y a le temps de creuser des sujets, et on sort un peu de la promo traditionnelle. C'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà. Je voulais finir avec ça. Et puis voilà. Tout simplement. Je crois que je vais rendre l'antenne là-dessus. J'ai plus qu'à vous remercier. Désolé encore pour les petites interruptions du canidé. Je vais aller m'en occuper. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Évidemment, si vous voulez le replay sur Patreon, c'est demain pour les abonnés. Et un peu plus tard pour tout le monde. Et merci d'avoir été là. Je vous dis à jeudi dans Backseat. Lundi prochain pour la dernière avant mon périple aux USA. Et puis voilà. Voilà, prenez soin de vous. Et puis merci d'avoir été là. Et je vous dis à très vite. Ciao.
Voilà comment on dit. Mince, j'ai pas la scène. Merde. Attendez, voilà. Ciao, merci, bye.